Alors, c'est toujours difficile de trouver un angle d'attaque avec Olivier, parce que évidemment les choses sont mouvantes, ce qui fait le charme aussi du travail. Moi, j'aimerais raconter une anecdote. Ça devait être en 80. On parle avec quel langage, vous dites, en 96 ou 96? Ok, 96. Alors, c'était avant. Ça devait être en 90, je pense 92 ou 93 à Genève. Je savais qu'il y avait une exposition d'Olivier Mosset qui était dans l'espace qui allait devenir le MAMCO. Et je m'étais mal pris, je devais prendre mon train, il me restait 10 minutes pour aller voir l'expo, donc j'ai dit bon, j'y vais quand même. J'ai fait l'expo pas de course. Et j'ai dit, ah oui, bon, ça c'est Olivier, oui, bon, monochrome, oui, ok. Donc j'ai fait l'expo vraiment comme ça, au pas de course. Et puis, quelques jours plus tard, il y a cette expo qui me revient, qui m'obsède. Et ça m'énerve un peu parce que j'avais cette impression, ce sentiment, il n'y avait rien dans l'exposition, mais ça m'obsédait. D'où cette obsession, d'où cette frustration, etc. Donc c'est un peu comme une sorte de réponse au bout de la langue. Cette énergie, cette dynamique comme ça, constamment renouvelée. Et bien sûr, je connaissais le travail avant, ça m'a encouragé à le connaître encore mieux. Et puis j'aimerais peut-être parler justement de ça en fait. Et je ne sais pas si c'est un challenge qu'on peut poser comme ça en se disant bon voilà, ce rien, il n'y a rien, mais ça nous obsède, ça nous réveille la nuit presque. Et peut-être que essayer de discuter comme ça dans cet entretien, comment cerner ce rien, comment lui faire prendre forme, comment le communiquer, le partager. Donc voilà, je pose ça un peu sur la table. Mais je me dis peut-être que pour commencer, on peut prendre quelques minutes pour parler un peu des débuts, de l'évolution du travail, poser les choses, puis ensuite discuter de manière un peu plus libre par rapport à ce rien. Donc une chose qui est intéressante, Neuchâtel 1965, tu fais une toile qui s'appelle The End, une autre toile qui s'appelle RIP, et quelques mois plus tard, tu fais une toile avec la lettre A. Donc c'est un peu déjà, en 6 mois, tu as quelque part fait le tour de l'alphabet, fait le tour un peu de la question, revenu à un point de départ, de A jusqu'à l'infini quelque part, de A jusqu'au rien et retour, un peu comme une boucle. Et évidemment, la suite, on la connaît, le cercle. Et puis ensuite, évidemment, si on voulait comme ça un peu très brièvement brosser les dates, 66 les cercles, on y reviendra, 72 les bandes verticales, puis l'abstraction avec la Radical Painting à New York, puis dans les années 80 la peinture abstraite, affinité avec Neo Geo, etc. Mais revenons peut-être sur ces débuts. Donc tu étais où? Tu étais à Neuchâtel? Tu étais encore au gymnase? Oui, donc je suis un peu âgé, donc je me souviens plus très bien de tout ça. Mais en fait, d'abord il y a une chose, c'est que j'avais quand même vu une exposition avant, je pense en 62 ou 63, à la Kunsthalle de Berne avec Rauschenberg, Jasper Jones, il y avait Stankiewicz et Leslie, je crois. Mais et en fait c'est Rauschenberg qui m'avait impressionné à l'époque. J'avais vu cette chèvre qui a un peu de peinture sur le nez et un pneu autour du ventre, et puis j'avais dit mais si c'est ça l'art contemporain, c'est incroyable, on peut tout faire quoi. Et j'étais revenu à ce moment-là à Neuchâtel, et là j'étais au gymnase encore. Et j'étais revenu à Neuchâtel et je connaissais quand même des artistes un peu locaux. Il y avait une petite galerie où même je crois que le mercredi après-midi je gardais la galerie. Il y avait des gens comme Ciron, enfin et puis je leur dis il y a une exposition à Berne qui est quand même sérieuse. Et eux m'ont dit mais non mais ça c'est les Américains, c'est des farceurs, non c'est pas sérieux. Et eux aimaient Vieira da Silva ou Poliakov ou ce genre de trucs. Et quelque part c'était un choc parce que je me suis dit mais non, il
un musée quand même, c'est grand et tout ça, ce petit espace coopératif. Non, c'est l'art, c'est ça, quoi. Et ça a été quelque chose qui m'a marqué, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les histoires de lettres et de textes, Jasper Jones, il y avait quand même et je sais que je me souviens vraiment de ce qui m'avait impressionné, c'était Rauschenberg, mais enfin, j'ai quand même vu les Jasper Jones avec des chiffres et des lettres, hein, et des cibles. Le drapeau américain. Châtel, tout le monde te dit c'est nul, c'est non l'avenue, c'est rien du tout. Comment tu te sentais là? Il y avait quelques personnes à Neuchâtel avec qui tu pouvais en parler. Justement, à l'époque, il y avait en fait personne. Il y avait une espèce d'évidence de cette exposition de Berne. Et je me suis dit, c'est ça, quoi. Bon, je m'étais un peu. D'ailleurs, je pense que je m'étais intéressé d'ailleurs à l'école de Paris avant, à cause de ces artistes locaux qui étaient déjà d'ailleurs de la peinture abstraite. Hein. C'était pas tout à fait. Donc tu avais la conscience déjà de... Il y avait quelque chose qui m'intéressait. En fait, pour dire la vérité, avant, je m'intéressais plutôt à la poésie. J'avais un professeur au gymnase aussi qui avait fait un travail sur Mallarmé. Et je sais que j'étais Mallarmé ou c'était quelqu'un qui m'intéressait. Et puis d'ailleurs, de Mallarmé ou Apollinaire, on peut facilement passer à une lecture, mettons, plus visuelle du texte. Et alors là, tu es encore au gymnase et tu pars à Paris. Oui, alors à ce moment-là, c'est quand même. Bon, d'abord au gymnase, je crois que j'allais redoubler ou je sais pas quoi. Enfin, c'était pas évident. Et effectivement, je suis parti à Paris. Donc j'ai fugué, quoi. J'ai piqué l'argent du ménage. Et puis je suis parti. Donc tu arrives à Paris, tu prends le train de nuit, j'imagine. Voilà, j'arrive à Paris. Non, là, il y avait des trains pendant la journée, quand même. En plus, il fallait pas que je me fasse, je sais pas, j'étais un peu inquiet, je me disais, on peut peut-être me bloquer, ou je sais pas quoi, à la douane, un truc comme ça. Et, j'arrive à Paris, et, je regarde dans le bottin, vers la gare de Lyon, comme ça, et il y avait des bottins aussi par profession. Et je regarde sous artiste. Et je trouve le nom de Jean, Tinguely. Mais tu connaissais Non, je connaissais pas. Je connaissais pas. Mais oui, je connaissais son travail. Ah oui. Alors avant, justement, par exemple, j'ai un truc que j'ai pensé parce que j'ai fait une exposition à Berne avec un peu des souvenirs de Berne. Et au fond, ma mère a toujours un peu attendu toute sa vie que je travaille, quoi. Mais je me suis dit, mais en fait, elle a tout fait pour que je fasse ce que je fais. Parce qu'effectivement, j'avais vu une fois une exposition de Tinguely avec elle, en disant, il y a un truc rigolo, parce qu'on n'habitait pas loin de la Kunsthalle, donc on passe devant. Et puis elle m'avait aussi une fois emmené voir le Mystère Picasso. Je sais pas très bien pourquoi, mais c'était comme ça. Donc finalement, j'ai dû faire ce qu'elle a voulu que je fasse, mais elle s'en est pas rendue compte parce qu'elle était un peu triste. Et donc, je trouve l'adresse de Tinguely, puisqu'on dit 96, on peut dire Tinguely, ici Stinguely. Et c'était un endroit qui s'appelait Impasse Roncin. Et je vais là-bas, quoi. En plus, quand on est jeune, on est un peu gonflé. Quelques années plus tard, jamais j'aurais eu le courage de faire des choses comme ça. Mais là, oui. Et c'était un endroit qui était intéressant parce que c'était un endroit où il y avait plusieurs ateliers. C'est une impasse qui donne dans la rue de Vaugirard, qui n'existe plus. Mais c'est là aussi qu'il y avait l'atelier de Brancusi qui avait été enlevé. Donc il y avait un endroit où il manquait un atelier. Et Jean... Tinguely était pas là, je crois qu'il était en voyage au Japon ou un truc comme ça, mais il y avait un autre artiste, enfin je me promène, je regarde un peu ce truc, et il y avait un artiste qui s'appelait Metcalfe, James Metcalfe, et je demande si Jean est par là, on me dit non, il est pas là, et lui, d'abord j'avais l'air très jeune, hein, j'avais donc 17 ans ou 18 ans, mais j'avais l'air très jeune, je crois que j'avais 17 ans, et je dis ah bon, enfin je sais pas, on parle un peu, et ce monsieur Metcalfe en fait m'a vraiment aidé parce qu'il m'a dit mais écoutez, si vous voulez me donner un coup de main, vous pouvez habiter dans mon atelier, vous pouvez dormir dans mon atelier, c'est un peu du camping. Et voilà, puis après Jean alors est revenu, et là je l'ai revu, et puis en fait là j'ai faut commencer à travailler avec lui. Et bon, il y a des moments un peu durs, parce que je pense quand j'ai quitté le truc de Metcalfe et puis j'étais plus ou moins avec Jean, il y a un moment où en fait je dormais dans la rue. Mais ce que les gens se rendent pas compte, c'est qu'à l'époque, d'abord il n'y avait pas de SDF, hein, il y avait des clochards, des gens comme ça, et puis surtout il y avait des bains-douches, ce qui veut dire que quand on dormait ou qu'on traînait dans la rue, le matin on pouvait aller prendre une douche, on vous donnait un savon et un linge, et donc c'était un peu plus facile, quoi. Et puis Jean après commençait un peu à me donner du fric, enfin je sais pas quoi. Et voilà. Puis alors après, ça a duré 6 mois ou même pas une année.
Et puis après, donc là, j'ai quand même voyageant, mais à un moment donné, je me suis dit, je vais rentrer en Suisse, passer ma maturité, ce que mes parents voulaient que je fasse. Donc je l'ai fait. Et mes parents m'ont mis dans une école privée à Lausanne à ce moment-là, parce que j'étais viré du gymnase. Et en fait, j'allais pas à l'école, j'allais au cinéma, mais enfin, j'ai quand même passé ma matu. Et en fait, je suis retourné à ce moment-là. Et c'était à ce moment-là, donc, que cette exposition que Gelmini avait organisée. Et il y a eu 3. Ça s'appelait donc le conservateur du musée d'art et d'histoire à Neuchâtel. Ouais. Qui a fait une exposition qui s'appelait Art Estudiantin, c'est ça? Voilà. Alors, il y a eu une première exposition qui avait été fait dans des locaux qui n'étaient pas le musée à Neuchâtel. Ensuite, il y a eu une deuxième étape qui était c'était 64 en fait. Et en fait, ça c'était des œuvres qui étaient antérieures à ce The End et ce RIP, qui étaient en fait des monochromes blancs plus ou moins avec des bouts de cadres. Je reprenais des cadres, des trucs comme ça. Il reste 2 de ces pièces. Enfin, une noire, mais il y a une inscription derrière qui dit que ça a été des bouts de cadres, mais aussi des objets, des boîtes d'allumettes. Alors j'ai fait des choses comme ça aussi, mais ça, je crois que il y en a plus qui existent. Et donc 64, donc tu travaillais déjà depuis un moment là dans l'atelier de Tinguely. Oui, Tinguely, ça doit être 63 ou 62. Et alors une chose qui m'intéresse, c'est que donc tu l'as assisté et donc tu as aussi, je crois, savoir que tu as aussi tu l'as aidé pour son installation à l'exposition suisse en 64 à Lausanne. Voilà. Et alors comment, là j'aimerais bien avoir ton histoire, donc tu arrives, parce que ça c'est quelque chose je crois qui a quand même marqué, tous les gens qui ont vu cette exposition 64 a marqué les esprits par son esprit de nouveauté. Alors comment est-ce que toi c'est même le moment où Jean, j'ai l'impression, est devenu en Suisse une vedette, enfin il est devenu connu, c'était comme Picasso, une machine de Tinguely, c'était quelque chose que les gens savaient, dont on parlait. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'étais resté en contact, et en 64, donc à ce moment j'étais à Lausanne, mais comme j'allais de toute façon pas à l'école, c'est pas très grave. Et puis il m'a à ce moment recontacté. Il allait construire cette machine Eureka pour l'exposition donc de Lausanne, de nationale. Et en fait, c'était une machine qui était rouillée. Donc enfin, on prenait des pièces rouillées. Donc il fallait passer une espèce de vernis ou une laque par-dessus pour que ça ne rouille pas plus. Et il fallait aussi, je sais pas, tenir les trucs quand il le soudait. Et j'ai travaillé là. Et d'ailleurs, j'ai même rencontré Max Mill à ce moment-là, parce qu'il était plus ou moins... il s'occupait de l'installation des œuvres d'art dans cette exposition. Et c'était un peu le curateur, non voilà, c'était le commissaire artistique, je pense, pour cette manifestation. Puis il y a même eu un scandale un peu, parce qu'il avait il y avait une cour où il y avait des sculptures dorées, toutes les sculptures avaient la même hauteur. Ah oui. Et ça fait un peu un scandale. J'en ai passé un peu par-dessus, mais je crois que Toroni avait été assistant de Poncet et qu'il a travaillé sur la sculpture qui était là. Il m'a dit un truc comme ça un jour. Et alors c'est après ça, c'est à ce moment-là aussi. Oui, donc à ce moment-là, il y a eu cette exposition. Et il y a eu donc une première exposition à Neuchâtel. Ensuite, cette exposition est allée à Lausanne avec ses panneaux blancs et avec ces bouts de cadre dessus. Et puis après, l'exposition est revenue à Neuchâtel au musée. Et c'est là que j'ai fait ces toiles avec The End. Et d'ailleurs, il y a une curatrice de Tucson qui a fait un texte un jour sur moi, qui a dit il a commencé par prendre une toile où il a écrit The End. Oui, donc c'est intéressant. Est-ce qu'en faisant The End, en faisant ensuite la première lettre de l'alphabet, tu avais déjà conscience que pour toi la peinture ça parlait d'une post-tautologie ou des choses comme ça? Oui, donc là il y avait à la fois un rapport au cinéma, mais d'ailleurs j'ai fait d'autres toiles entre ces deux toiles, j'ai fait des toiles avec des chiffres et qui étaient des petits panneaux comme ça, c'était des chiffres blancs sur fond, enfin là aussi une espèce d'effet Jasper Johns. Et puis alors le A, je me souviens plus très bien, mais j'ai commencé une série avec celle-là. Et donc après, tu es à Paris. Comment s'est passée la rencontre ensuite avec donc là, avec Jean, je garde. Ensuite, donc je retourne en Suisse, je passe mon bac et entre-temps, en fait, mon père est décédé entre-temps. Et il avait pris une assurance qui faisait que tant que je continuais à faire des études,
je touchais, je sais pas combien, une somme suisse, enfin 500 francs suisses ou un truc comme ça. Puis ça faisait quand même un peu d'argent. Et donc je suis retourné, je me suis en fait inscrit à l'école du Louvre. Et puis je comprenais rien d'ailleurs. De toute façon, l'art contemporain c'était Cézanne, à l'école du Louvre à cette époque. Alors, il y avait des cours sur les Égyptiens, c'était plutôt bien, mais enfin, j'ai pas vraiment suivi ça. Et puis j'ai repris contact avec Jean, et donc j'ai recommencé un peu à faire des choses avec lui. On a fait des trucs aussi avec Niki. Je me souviens c'était peut-être après, mais à un moment aussi, Daniel Speury cherchait un assistant. Et Eva Epli, qui était une première femme de Tinguely, m'en parle comme ça, et je rencontre Speury, et à ce moment je commence à travailler en fait pour Speury. Et tu faisais la cuisine ou tu faisais Voilà, Speury faisait la cuisine. J'arrivais le matin, on allait faire, voilà, moi je faisais les pièces. J'arrivais le matin, on allait faire les courses, on allait au marché. Puis après, il cuisinait, genre de je sais pas quoi, de midi à 4 heures. Il faisait des trucs formidables, hein. Il faisait chaque fois du je sais pas quoi, du poulet au pruneau, du canard à l'orange, ou des choses comme ça. Et après, on mangeait à 4 heures, et puis voilà, c'était fini. Et pendant ce temps, je faisais, ce qu'il m'a dit de faire, quoi. Il faisait aussi des proverbes, des choses comme ça. Il avait fait aussi toute une série sur les puces. Alors, on allait à Clignancourt acheter un peu les puces des clochards, comme ça. Je me souviens de ça. Et enfin voilà. Et puis après, j'ai retravaillé avec Jean et Niki, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un ballet, et j'ai repensé à ça récemment, parce que j'ai fait un truc à l'opéra, donc il y a une année. Et il y avait des décors pour un ballet de Roland Petit qui s'appelait L'éloge de la folie. Et je crois qu'il y avait eu Jean, Niki et Martial Reiss qui ont travaillé sur les décors. Et je sais que j'ai travaillé avec Jean là-dessus, quoi. Je sais ce qu'on me disait de faire. Et alors après, donc tu es à Paris et tu rencontres. Alors voilà. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Parmentier, avec Torino? Donc là, je faisais encore des toiles, des petites toiles avec la lettre A un peu dans tous les sens. Et voilà, à un moment donné, je suis reparti. Je sais pas si c'est très intéressant tout ça. Enfin bon, on continue. Je suis reparti en fait à Neuchâtel, et il y avait un ami qui était un ami de gymnase, qui s'appelait Jacques Sandeau, qui faisait un film. Et il m'a dit, mais est-ce que tu veux pas mettre une toile? C'était un film sur un jeune homme. Enfin, c'était sa vie. Je crois que ça s'appelle même It's My Life ou un truc comme ça. Il y a eu un type qui, je sais pas, se lève le matin et qu'on filme toute la journée. Et il me dit, mais tu veux pas mettre une toile dans cet appartement comme ça? Et c'est à ce moment-là que, alors je sais plus très bien pourquoi ou comment ça s'est fait, mais enfin, oui, parce que ces toiles avec en fait, c'est des toiles qui n'étaient pas très grandes. Mais là, je fais une toile un peu plus grande qui faisait 1 mètre par 1 mètre, donc je prends une toile carrée et je fais un cercle. Et je me souviens plus. Bon, il y avait cette histoire de lettres aussi. Évidemment, le cercle, c'est aussi un O, c'est aussi un 0. Je me souviens plus très bien. Alors je fais cette toile-là. Quand tu fais ce cercle, il n'y a pas d'idée de lettre de l'alphabet ou une continuité du A. Non, il y a une chose. Bon, d'abord, sans me rendre compte. Avec le carré. Il y a 2 choses. Sans me rendre compte. Bon, évidemment, il y avait Jasper Jones, l'histoire de cible que j'avais vue. Et en fait, en 64, j'ai vu la Biennale de Venise, où Rauschenberg a eu le prix. Et il y avait Rauschenberg, Jim Dine, je trouvais Jim Dine intéressant, et je crois que c'était là, mais le pavillon principal, ça c'était en fait dans la fondation Guggenheim qui avait ça, et dans les pavillons principaux américains, il y avait Maurice Lewis et Kenneth Norman, et c'est des gens que je ne connaissais pas du tout, mais je me souviens d'avoir regardé passablement ce matériel. Et je pense que c'est là que quelque part, il y a eu, le A était quelque chose d'un peu trop nouveau réaliste ou figuratif, mais alors rétrospectivement c'est pas intéressant parce que c'était quasi pré-conceptuel, quoi. Il y avait ce côté-là, il y avait un côté Ed Ruscha ou Onkarawa avant la lettre comme ça, et donc c'est un peu dans cette dialectique-là. Puis alors après je suis retourné à Paris, donc j'habitais quand même à Paris, et je me suis dit, ah oui, cette toile avec le cercle, quand même, il y avait quelque chose je sais pas, qui m'intéressait. Donc je l'ai refaite, peut-être pas tout à fait les mêmes dimensions, mais comme la première toile est perdue, c'est pas très grave. Et alors, par contre, c'est après coup, ou alors là, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que j'allais refaire une autre toile, et c'est là que je me suis dit, tiens, je vais la refaire.
Et c'est là que je suis parti dans cette affaire au fond de répétition, en me disant bon ben voilà, je vais faire ça. Et bon, là aussi, il y avait d'autres gens qui m'intéressaient. Par exemple, Warhol. Il y avait un discours autour de Warhol avec le côté comme ça boring et la répétition. On parlait de répétition alors qu'il répétait pas vraiment. Mais là, on est en 66. Là, on est en 66, oui. Oui, 66. Et mais là, j'étais toujours assistant de Speury à ce moment-là. Et alors, autant Tinguely était rigolo parce que quand des gens arrivaient, par exemple, je sais pas, des collectionneurs ou Hulten, ils me disaient oui, mais on a besoin de boulons. Il y avait une espèce de compétition ridicule parce que lui était Tinguely, moi j'étais rien du tout. Alors que donc oui, là on parlait passablement d'ailleurs. Même avant, dans la première fois que je l'ai vu, d'ailleurs, il m'a fait un peu lire Bakounine, enfin des choses comme ça. Et par contre, Speury, lui, était plus paternaliste comme ça. Enfin, il m'a présenté à des gens. Et je me souviens aussi que Speury, je sais pas si je devrais dire ces choses, mais buvait quand même passablement. Donc, il y avait après un vernissage, il fallait le ramener chez lui, quoi. ce genre de truc. Mais par lui, j'ai rencontré Otto Hahn, qui était un critique dont en plus j'avais lu les reviews quand j'étais à Neuchâtel, et c'était le critique de l'Express. Et c'était un des critiques qui était progressiste comme ça, qui avait défendu le pop art, qui était proche de Zonabend et tout ça. Et lui, je sais pas comment ça s'est fait, mais enfin il a vu mon atelier et il m'a acheté une toile. Donc c'était une toile avec une des premières toiles avec un cercle. Et en même temps, il y en a eu plusieurs. Il y a eu lui et il y a Yvon Lambert. C'est la première toile que tu as vendue ou... Alors je sais pas, parce que Yvon Lambert dit que lui est le premier à m'avoir acheté une toile. Et c'est pas totalement faux, parce qu'il y a eu 3 toiles au fond qui étaient vendues à ce moment-là. 4 en fait. Il y a eu Otto Hahn en tout cas, Yvon Lambert, qui effectivement c'est le premier à avoir montré une toile, parce qu'il a mis une toile comme ça avec un cercle, et il avait aussi, je crois qu'il a acheté cette toile et que je lui ai donné un petit A qui me restait, ou un truc comme ça. Et il a montré ça, il y avait une galerie rue des Chaudets, et il a mis cette toile rue de Seine, c'était avant la rue des Chaudets, et il a mis cette toile dans une exposition de groupe. Et voilà. Le Otto Hahn a joué un rôle, je crois, absolument important. Oui. Parce qu'alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, alors ça c'est pas en 66 en fait toujours. Donc à un moment donné, il y a eu une exposition chez Fournier où il y avait en taille, je crois, et il y avait Buren et Parmentier. Et il y avait d'autres gens, il y avait Buraglio, je crois, dans la même exposition. Mais Buren, qui, essayait de comprendre comment tout ce système marchait, est allé voir Otto Hahn, qui était ce critique de l'Express. Et il a vu ma toile là-bas. Et je sais pas parce que j'étais pas là, donc, mais à mon avis, il a dit mais c'est quoi ça? Et Otto Hahn a dit c'est un jeune artiste. Et puis il a dit mais qu'est-ce qu'il fait à part ça? Et Otto Hahn a dit il fait la même chose, il répète ça. Et là j'avais déjà fait une fois. Et je pense que Daniel, qui d'une certaine manière répétait, puisqu'il faisait ses toiles toiles à matelas ou ses toiles de store avec en peignant les 2 bouts, et Parmentier aussi qui pliait sa toile. Donc faisait un peu les mêmes toiles, mais enfin je pense pas qu'il y avait vraiment un discours sur la répétition dans la salle. Mais et alors Daniel a demandé s'il pouvait me rencontrer. Et Otto Hahn m'a appelé, il m'a dit il y a 2 artistes qui ont une exposition chez Fournier, et Daniel Buren aimerait un de ces artistes aimerait te rencontrer. Et en fait je suis allé chez Fournier, j'étais d'ailleurs impressionné par le travail de Parmentier et de Buren donc dans cette exposition. Et j'ai rencontré Daniel et je sais plus très bien comment ça s'est passé, mais enfin on a parlé un peu. Puis il m'a dit qu'il avait un ami qui s'appelait Michel Parmentier que j'ai rencontré. Et puis après il y a eu des espèces de visites d'atelier. Et en fait j'étais quand même. Et à l'époque en tout cas Daniel avait un discours assez radical comme ça de critique du système de l'art et de critique générale comme ça. Moi j'étais un peu plus modeste comme ça, c'était au niveau du travail effectivement, mais j'étais d'accord avec ce qu'il racontait. Et d'ailleurs il y a eu à ce moment-là il y avait un salon qui s'appelait Salon Comparaison. C'est peut-être avant de rencontrer Buren. En fait j'ai exposé une toile où il y avait 2 A. Et c'était Villeglé qui s'occupait d'une salle, ce Salon Comparaison,
et qui m'a invité à exposer. J'ai exposé ces toiles avec 2A, et puis Pluchart a fait une référence. Je crois que oui, c'est peut-être comme ça que Yvon a dû s'intéresser. Enfin, il y a eu un truc comme ça de ce genre. Et alors vous vous rencontrez. Alors on se rencontre, on parle un peu. Comment l'idée est venue de présenter Alors, comme je dis, je me souviens plus très bien, mais je sais qu'on se voyait beaucoup. On fait des échanges de visites d'ateliers, que j'écoute un peu ce qu'ils disent. Donc au fond, et puis je rencontre aussi Parmentier. Et au fond, eux étaient un peu plus âgés que moi. J'étais plus jeune comme ça. Et alors ils me disent aussi qu'ils ont un troisième ami. Enfin, c'est peut-être arrivé plus tard, qui s'appelait Toroni. Et il y a l'idée de peut-être faire quelque chose ensemble. Enfin, je me souviens plus très bien, mais au niveau du discours, enfin, c'était assez. Oui, on s'échangeait des conceptions, des discours comme ça sur l'art, et on s'est beaucoup vu. J'étais aussi ami avant ça avec Alain Jacquet, qui était ami d'Otto Hahn, qui Otto Hahn habitait rue Blanche, près de la place Blanche. Et Jacquet était à Montmartre et on allait lui rendre visite. Est-ce que quels étaient en France, on lisait Greenberg dans cette époque ou... Moi, je connaissais pas. Peut-être que Daniel connaissait. Daniel et Michel Parmentier avaient été aux États-Unis avant, donc connaissaient bien la peinture américaine. Moi, pas en fait. Mais par exemple, c'est quelque chose dont on parlait. Un peu, parce qu'il y a quand même pas mal d'expositions avant 64. Il y avait quand même une exposition Rothko, il faudrait voir les dates. J'ai dû voir une exposition Rothko. Enfin, on lisait quand même, j'ai lu des textes sur la peinture abstraite et des choses comme ça. Mais non, ce qui m'a impressionné un jour, c'était en 64, au moment de cette histoire de l'exposition nationale, il y a une exposition d'art dans les collections suisses. Et je me souviens que dans cette exposition que j'ai visitée, il y avait des Renoir, des Picasso, des choses comme ça, mais il y avait aussi un petit Mondrian. Et j'étais impressionné par cette toile parce que je connaissais Mondrian, mais je connaissais Mondrian en fait en reproduction. Et en reproduction, c'est très très net comme ça, c'est très un peu design comme ça. Alors qu'en vrai, il y avait une dimension comme ça. Physique de la peinture comme ça et du coup de pinceau d'ailleurs, et je me souviens d'avoir beaucoup regardé cette toile et en fait c'est ça qui m'intéressait. Donc je m'étais aussi intéressé, je sais pas très bien pourquoi, au constructivisme, enfin au suprématisme russe aussi à l'époque, avec cette histoire de radicalité, de blanc sur blanc, du carré noir, des choses comme ça. Et mais Mondrian, enfin c'est ça qui m'intéressait au fond, c'était et c'est quelque chose qui était quand même un peu dans l'air parce que rétrospectivement aux États-Unis, je sais pas, Flavin avec les hommages à Tatlin ou Judd, ça se passait un peu au même moment, avec cet intérêt pour le constructivisme et le suprématisme. Il devait y avoir un truc dans l'air comme ça, qui était en fait un peu une critique du pop quelque part. C'était d'aller au-delà du pop. C'est quelque chose qui était un peu dans l'air. Mais c'est plus complexe que ça, parce que une fois, il y a un entretien comme ça où j'ai dit non, mais j'ai réagi contre les chepeuries, les restes des repas, ou le tingeli de ferraille et tout ça. Et en fait, après coup, je me suis dit, mais c'est plus complexe, parce que, par exemple, Tinguely a quand même commencé par faire des Meta Malevich et des Meta Herbin, ou des choses comme ça. Donc c'est pas si simple. Mais j'avais un peu le sentiment quand même de revenir à une histoire d'abstraction. Il y avait une critique de la figuration, et même je trouvais que le nouveau réalisme c'était une forme de figuration quelque part, et qu'on pouvait traiter au fond la peinture abstraite comme un objet. Je crois que c'était un peu ça, qui est un peu le discours d'ailleurs des minimalistes à l'époque, ou de ce qui se passait à New York, ce que je connaissais pas. Donc, toi, cette idée de considérer la peinture, comme tu dis, par rapport à l'objet, c'était quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre de l'intuition, tu sentais qu'il fallait le faire, ou c'était quand même appuyé sur certaines choses, certains écrits Je pense pas, mais il y avait... je m'intéressais à l'art quand même, donc je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque il y avait le jeu de paume et des choses comme ça, et que je
pas, je pouvais aller voir Cézanne et voir ça, quoi. Et d'ailleurs, même, moi, il y a un truc auquel j'ai pensé récemment. Par exemple, la peinture, la Rothko, ou la peinture abstraite, des choses comme ça. Par exemple, en reproduction, c'est quelque chose qui me dit rien. J'arrive pas alors que quand je vois la toile, je comprends ce dont il s'agit. Mais c'est un peu, oui, ou une intuition, c'est quelque chose qui va un peu au-delà du langage, parce que je sais pas, j'aurais de la peine à expliquer ce dont il s'agit, mais j'ai l'impression de comprendre. Et c'est dans ce dialogue un peu que j'essayais de survivre, quoi. Alors donc, les manifestations, 1, 2, 3, il y en a combien 4 ou 5 en une année et demie, je crois. Ça allait très vite. Vrai, oui, c'était assez vite. En fait, c'était toute l'année 66. Et justement, ça a duré en fait 9 mois. Donc, mais sauf que pendant une année avant, on se voyait vraiment, c'est là qu'on parlait. Et il y avait cette histoire qui s'appelait le Salon de la Jeune Peinture, qui était un petit événement sur la scène de l'art parisienne. Donc c'était au Musée d'Art Moderne. C'était un salon des jeunes artistes. Et Daniel et Michel Parmentier connaissaient un peu ces gens. Donc ils ont réussi à se faire inviter, mais ils se sont fait inviter au fond comme un groupe. Ils ont réussi à nous faire inviter nous aussi. Et puis là, je me souviens plus très bien quels étaient les processus comme ça, les conversations, mais donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a peint l'étoile sur place. Il y avait l'idée, en fait, il y avait cette critique de l'art en général, et en fait, il y avait l'idée de montrer que n'importe qui pouvait le faire et que on pouvait montrer comment ça se faisait, quoi. C'est d'enlever un peu le mystère. Je crois qu'il y avait quand même au départ, et moi j'étais en fait assez d'accord avec ça. Il y avait une critique de ce qui donnait de la valeur à l'art, c'est-à-dire l'œuvre unique, la signature, le geste, enfin toutes ces choses-là. Et on a fait un tract comme ça en disant que si la peinture c'est de je sais pas quoi, représenter l'intériorité ou jouer avec des couleurs et des choses comme ça, on n'était pas peintre. Nous ne sommes pas peintres. Et puis il y avait aussi une bande, on était un peu quand même arrogant et gonflé, parce qu'il y avait une bande aussi qui disait Buren, Mossé, Parmentier et Toroni vous conseille de devenir intelligent. Bon, voilà. Et on n'a pas l'étoile sur place, et puis après on a retiré l'étoile et on a mis cette banderole qui disait Buren, Mossé, Parmentier et Toroni n'expose pas. Alors évidemment les gens qui nous avaient invités le salon de la jeune peinture étaient un peu ça a fait du bruit. Localement, ça a fait effectivement un peu, dans ce salon, en tout cas, ça a fait un événement. En plus, c'était le vernissage où il y avait du monde après. Donc, tu appliques cette notion de justement essayer de casser l'idée d'auteur, de casser l'idée d'unicité, d'expression, etc. Et ça aboutit à cette exposition chez Templon, je crois, où tu exposes des tableaux. Ce ne sont plus les cercles, comme on s'y attendrait, mais des bandes. Alors d'abord, là, il y a eu quand même quelques... Oui, non, d'abord ça a pris du temps, c'était plus tard. Donc, 66, on fait cette première exposition au Musée de l'Art Moderne, le Salon de la Jeune Peinture. On fait ensuite, il y a quelqu'un qui nous contacte en pensant qu'on a fait un happening. C'est aussi d'ailleurs, avant, j'avais vu, lors de mon premier séjour, j'avais vu un happening de Alan Capro au Bon Marché. J'étais là et je me souviens, en plus c'était bien parce que c'était un théâtre. Donc au Bon Marché, il y avait c'est un théâtre qui était à côté du Bon Marché. Et Alan Capro dit, alors, en plus il y avait des prix différents, on était assis derrière ou devant. Puis après il dit, tout le monde peut se lever, on va au Bon Marché. Et le Bon Marché était fermé, mais ouvert pour nous. Et il y avait de différents événements dans ce truc du Bon Marché. Et donc j'avais vu un happening, et c'était le happening. Ensuite, Jean-Jacques Lebel et Hérault et Pomerol avaient fait aussi des happenings, alors que j'ai pas vu. Ah non, ils avaient même fait un truc aussi... je sais pas si c'était avant ou après, mais il y avait un truc, il y avait un théâtre rue Blanche, et mais c'était avant, parce qu'il y avait un festival de happening. Et c'était Jean-Jacques Lebel, et par exemple, il avait invité Ben Vautier aussi, que j'ai rencontré à cette occasion, et il y avait une performance de Ben qui était un dîner sur scène. Et on mangeait simplement, et les gens, je sais pas, n'étaient pas contents, mais enfin, c'était une performance de Ben, quoi. Et donc, il y avait ça, et en fait, au moment où on a fait ce truc au Salon de la Jeune Peinture, il y a un monsieur qui s'appelait Paul Liéry, qui nous avait demandé si on voulait pas, il allait faire un festival du happening, où il avait de l'argent pour faire ça. Et alors évidemment Buren a tout de suite dit non mais nous on peut faire quelque chose, mais alors on va être les seuls, on veut pas faire d'autres gens. Et alors à ce moment il avait loué une salle au Salon des Arts Décoratifs,
et c'était la salle de conférence et tout ça. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Et puis là, je sais pas si c'est moi ou enfin comment ça s'est fait, mais j'ai dit ben non, on a qu'à accrocher nos toiles et puis les gens ont qu'à les voir quoi. Et donc là, il fallait payer une entrée. Et alors les gens rentraient dans la salle, il y avait ces 4 toiles qui étaient accrochées derrière, comme on les accrochait ici. Et puis les gens attendaient que quelque chose se passe. Et puis, à un moment donné, après un quart d'heure, les gens commençaient à attendre, en fait, étaient un peu nerveux parce qu'ils attendaient que quelque chose se passe. Puis c'est là qu'on a distribué un tract en disant, mais il suffisait de regarder les toiles de Buren, de Mossé, Parmentier, Toroni. Alors bon. C'est même, vous avez, je crois, un spectateur très. Oui, alors Duchamp est passé là. Et en fait, évidemment, Duchamp, moi, je l'avais rencontré. Je sais pas si je l'avais rencontré à ce moment-là, mais je l'ai rencontré en fait, parce que Duchamp habitait chez Jacques Lemonnier, qui était la petite fille de Matisse, puisque Duchamp avait épousé la femme de Pierre Matisse. Et Jacques Lemonnier était ami avec Niki de Saint-Phal, avec qui j'étais aussi ami, puisque c'était la compagne de Jean. Et donc Niki est venu et a emmené son ami, qui a emmené son beau-père, qui était Duchamp, qui a dit que comme happening frustrant, ben, c'était réussi. Voilà. Et puis alors voilà, puis après alors il y a une troisième, après ça il y a une troisième manifestation qui était, il y avait une biennale à Paris, on a été invité à cette biennale. Et là en fait il y avait toute une espèce de construction, une espèce d'installation qui était, il y avait une projection de diapositives. Et en disant, avec des diapositives où il y avait, je sais pas, Blanche-Neige ou le pape ou les jardins de Versailles ou une corrida, et on disait, il y avait une espèce de bande-son qui disait l'art, je sais plus la phrase exacte, l'art est symbole de liberté, ou je sais pas quoi, ou symbole d'intériorité, ou des choses comme ça. Et on disait pas la peinture de Buren, Mossé, Parmentier, Toroni. Il y avait une espèce de bande-son. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'installation, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc c'est quand même des choses qui étaient repérées, quoi, qui naît tout le monde. Et alors après ça, ça, c'était la troisième manifestation, mais qui s'appelait 4, parce que la première, c'était de peindre les toiles sur place, et la deuxième, c'était en fait de les retirer. Ensuite, la troisième, c'était celle des arts décoratifs, et ça, c'était la quatrième. Et ensuite, Janine de Goldschmidt, qui était la galerie J, qui avait été la propriétaire de la galerie J, et que je connaissais un peu, bon, je pense à cause des nouveaux réalistes, avait fermé sa galerie, mais elle avait toujours l'espace. Et je ne sais plus très bien comment ça s'est passé, mais il nous a proposé en fait de faire une exposition dans sa galerie. Et alors là aussi, bon, on a fait des réunions, on ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire, des idées un peu absurdes, on s'est dit on va peut-être faire un poulailler, on va peut-être mettre un éléphant, enfin je sais pas, des trucs comme ça d'ailleurs. Puis au cours des conversations, en fait, il y avait un moment où nos peintures étaient devenues un peu des signatures, c'est-à-dire que ça devenait un peu le signe de la personne qui la faisait. Un cercle, on disait, ça c'est un Mossé, ou ça c'est un Buren, ou ça c'est un Parmentier. Et il y a eu l'idée de mélanger tout ça, c'est-à-dire que chaque artiste allait faire les travaux des autres. Et Parmentier n'a pas voulu marcher dans cette histoire. D'abord, il y avait aussi un truc de format, ces toiles étaient quand même assez grandes, et là, la galerie était moins grande, donc il fallait faire des choses plus petites. Et lui a pensé que je sais pas, enfin, il n'a pas voulu marcher. Et en fait, on a fait une exposition avec Daniel Buren, Daniel Toroni et moi, où effectivement, on n'a d'ailleurs pas échangé, on n'a pas vraiment peint les toiles des autres, mais on les a signées. C'est-à-dire qu'il y avait une toile avec un cercle, et avec des rayures et avec des empreintes de pinceau qui était un Buren. Il y avait un Toroni. Un trio comme ça pour chaque artiste. Voilà. Et avec un texte en disant, avant, chacun. Et voilà. Et puis alors là, il y avait déjà eu un peu, moi j'étais, à ce moment, il y avait ce type qui s'appelle Clora, qui avait fait un texte, et puis il y avait c'était au début de l'art conceptuel, comme ça. Et il me semble qu'il y avait une espèce de climat un peu vous savez, quand même, ce que faisait Kossuth et cette Seglaub, des gens comme ça. Et je sais plus très bien, mais il y a eu des divergences, en fait, au cours de cette expo. Et ou même après, il y a eu une deuxième expo que Buren et Toroni ont fait au Tessin, qui s'appelait Buren, Toroni ou n'importe qui. Et ils demandaient aux gens du public de faire leur truc. Et moi, j'étais au fond pas d'accord, parce que, on m'a pas vraiment demandé, puisqu'à cause des divergences, mais
moi j'avais une lecture qui était un peu différente. C'est-à-dire qu'effectivement n'importe qui pouvait le faire, mais dans ma tête, n'importe qui pouvait faire, mais c'était pas un Buren ou c'était pas un Toroni. Ça devenait une toile de la personne qui le faisait. Un peu ça. Et ensuite on a réexposé en fait à 3 séparément avec nos travaux particuliers, à un moment à Lyon. Et puis ensuite, oui, donc ça c'était fin 67, hein, cette histoire-là. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai. Donc l'expo chez Templon, là, par exemple. Alors ça, c'était plus tard, c'était en 72. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu d'abord les événements de mai 68, et donc, oui, en 68. En plus, à ce moment-là, moi, j'ai fait aussi j'ai publié un catalogue. J'ai rencontré quelqu'un qui avait des moyens. Qui m'a dit, je sais pas qu'elle avait les moyens, je lui ai dit c'est bien, mais je lui ai dit oui, il faut faire des choses. Elle m'a dit quoi? Puis j'ai dit tiens, moi je ferai un catalogue. Et elle m'a dit vous n'avez qu'à le faire. Et j'ai fait un catalogue sans exposition, ce qui dans cette espèce de discours d'art conceptuel, rétrospectivement c'est devenu intéressant parce que cette cycle-là avait organisé une exposition mais un peu plus tard, en 69, qui était l'exposition, c'était un catalogue. Enfin, moi, c'était pas tout à fait mon discours. Il y a un catalogue sans expo. Et si j'avais les moyens, je ferais peut-être une exposition. Mais enfin, le catalogue peut servir d'expo, un truc comme ça. Et c'était un ami qui avait écrit un texte qui, d'ailleurs, à ce moment, j'avais même pas du tout envie de parler. Il m'a dit, il faut faire un entretien. Je lui ai dit, tu as qu'à tout écrire. Et il a fait, au fond, les réponses et les questions tout seul. C'était quelqu'un qui s'appelait Serge Barre. Et donc ça, c'était avant 60, au début de 68. Avant, je crois que c'était janvier, février. Et ensuite, il y a eu les événements de 68. Ça, c'était quand même, pour moi en tout cas, quelque chose qui a compté. Et j'avais même un peu, je croyais que, je sais pas, que le monde allait changer, ce qui s'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'était un peu l'état d'esprit. Et d'ailleurs, je me souviens dans le genre de bêtises qu'on peut dire, j'ai dit non, mais Malevich fait un carré noir en 15, en 17, il y a la Révolution. Moi, je fais un cercle noir en 66, en 68, il y a la Révolution. Un peu ça l'idée. J'avais l'impression que ça participait de ça. Et alors là, les choses ont un peu changé, mais je continuais à peindre pendant toute cette période quand même. Enfin, je fais comme tout le monde, je me suis battu dans la rue, voilà. Et puis après, au fond, en mai 68, en juin, ça s'est arrêté. Et à ce moment-là, je connaissais d'autres gens, des gens comme Philippe Garel ou des gens comme ça. Et en fait, on est parti à Rome. Et on avait un petit groupe autour de moi comme ça, mais c'est plus. Enfin, j'ai vu Parmentier et Buren à la Sorbonne quand même. Il y a un moment où on a eu des discussions un peu sur la culture et tout ça. Mais par exemple, j'ai raté l'Odéon parce qu'il y a eu une réunion à Sancier, je crois, et où c'est Jean-Jacques Lebel qui a dit mais on devrait prendre l'Odéon parce que si les étudiants occupent la Sorbonne, nous la culture on n'a qu'à occuper l'Odéon. Et moi j'y suis pas allé parce que j'ai dit non mais il faut aller à l'Élysée. On dit oui mais ça marchera pas. Je dis ouais mais enfin il faut savoir de quoi on parle. J'avais déjà ce côté critique comme ça qu'il y avait dans la peinture qui était une critique en fait de l'art et de la culture. Là aussi je me disais non il faut faire les choses en vrai quoi. Voilà. Mais j'ai continué quand même à peindre et en fait j'ai fait une exposition tout seul fin 68 dans une galerie qui s'appelait Galerie Rive Droite, qui s'appelait Jean l'Arcade, qui avait été un peu la galerie Jasper Jones avait exposé là, je crois Yves Klein, et je sais plus très bien comment ça s'est passé. Donc j'ai fait cette exposition, qui d'ailleurs a été filmée, parce que Serge Barre, qui avait fait le texte du catalogue, voulait faire un film après, et cette personne, Sylvina Boissonnaz, avait des moyens, donc on a fait un film avant ça. Lui a fait un film à ce moment-là, un film qui s'appelait Détruisez-vous. Il y avait un groupe de gens qui faisaient du cinéma, et il y avait même une société de production, parce que pour faire un film, il fallait avoir une société de production, ça s'appelait Zanzibar, et en fait c'était Sylvina et moi, quoi. Enfin, elle avait 92 parts, moi j'en avais une, c'est elle qui mettait l'argent. Voilà. Et puis après, on a rencontré aussi Philippe Garel. Serge a fait un film qui s'appelait Détruisez-vous. Et alors évidemment, il l'a tourné avant 68, mais 68, tous les laboratoires étaient fermés, on pouvait rien faire. Et en fait, le titre Détruisez-vous venait d'une inscription qui était aux Beaux-Arts, que j'ai vu aux Beaux-Arts à Paris, qui disait « Aidez-nous, détruisez-vous ». Et c'est ça qui a pris le titre. Et il y avait Alain Jouffroy dans ce film, et une amie, mon amie de l'époque, qui s'appelait Caroline de Bendern. Et après, il a fait un deuxième film qui s'appelait « Ici et maintenant ».
et il a fait un troisième film. Au moment où j'ai eu mon exposition, il a filmé le vernissage, puis après il a fait un deuxième vernissage avec des figurants. Et c'est un film qui existe aujourd'hui en DVD d'ailleurs, qu'on peut trouver. Mais il y avait aussi, on était amis aussi avec Daniel Pomerol, il y avait des gens comme ça. Et il y avait Philippe Garrel, qui alors lui, en fait, Philippe Garrel avait déjà tourné un film qui s'appelait Marie pour mémoire, mais il avait des dettes, donc on a payé plus ou moins ses dettes, et il a participé à cette histoire. Donc ça c'était 68. Ensuite, j'ai refait, et d'ailleurs je me souviens que j'ai dit au moment de cette exposition de 68, cette exposition, ça a été filmé, ça a eu c'était un peu mondain comme ça, mais ça a eu un certain succès. Tout le monde est venu, César est venu, et Dali même est venu à cette expo, que je l'ai revu ensuite après. Et pas mal de gens qu'on voit dans ce film, mais comme Serge Barre est pervers, on les voit de dos, donc on ne sait pas très bien qui c'est, on voit d'autres gens, on reconnaît des gens quand même. Et ensuite, donc ça c'est quoi, 68. 69, alors là, on fait un voyage ensuite, en 69, avec ce groupe de gens en Afrique du Nord. Et en fait, on traverse, Serge voulait refaire un film qu'il n'a jamais fait, mais Pomerol a fait un film qui s'appelait Vite, là-bas, et puis on avait des moyens, donc on avait des Land Rover, on a fait tout, puis après, donc Serge et d'autres gens sont restés. Moi, je suis rentré à Paris. Et puis là, il y a eu un truc il y avait au fond une suite de 68 avec des groupes. Et je pense que si au départ 68, le gouvernement était un peu surpris de cette histoire-là. Après, ils sont quand même mieux organisés. Donc là, il y avait quand même des forces de police ou la répression qui ont compris comment ça marchait. Donc, et puis en plus, il y avait des groupuscules. Mais j'avais quand même des amis en général maoïstes comme ça. Il y avait un discours comme ça qui m'intéressait. Et moi j'avais aussi le sentiment, je me suis trompé, mais peut-être heureusement, mais que 68 avait été une répétition générale, que maintenant on avait. Mais là, alors c'était une illusion totale, quoi. Donc là, je regarde la montre un peu. Oui. On est en 69. Bon, mais alors 72, alors Templon, là, l'histoire d'étoiles rayées. Ma question, c'est plutôt comment alors la transition d'avoir fait 196 cercles noirs, je crois que c'est ça, 196, ou ça arrête juste avant 200, je dis n'importe quoi. Mais... Et à un moment donné, tu décides de faire des bandes. Alors il y a évidemment par rapport à cette histoire où chacun signe l'étoile de l'autre, mais après, je dirais qu'il y a quand même cette décision de continuer là-dedans. Voilà. Alors j'ai l'impression, d'abord, il y avait deux choses. D'abord, j'ai l'impression que ce qu'on avait fait avec, qui a quand même eu un impact encore sur ma réflexion, et c'était un geste un peu. Donc s'il fallait le faire, un peu plus sérieusement. Puis alors, j'avais un autre problème. J'avais le problème d'ailleurs de la signature, parce que alors là, vraiment, le cercle était devenu une espèce de signature. Je veux dire, les gens savaient que je faisais ça. Et puis, j'avais un autre problème qui était alors un problème formel. C'est-à-dire que le cercle était quelque chose qui était peint sur un fond. Alors que la rayure, on ne sait pas ce qu'est le fond et ce qui est pas. Donc il y avait ce truc-là. Et je me souviens aussi d'ailleurs d'avoir vu un livre sur l'école de New York comme ça, où on voyait Frank Stella qui peignait ses bandes. Je sais que c'est quelque chose qui a eu un peu un impact. Donc à ce moment, j'ai décidé de le faire, de faire une série de toiles. Et d'ailleurs, les premières toiles, il me restait des châssis de 2 mètres par 2 de ces châssis où on avait d'ailleurs commencé. J'avais des châssis comme ça à cause du truc de la jeune peinture. Et je décide donc de peindre. Mais déjà avant, en fait, j'avais fait une toile rayée au moment où là, on a exposé, quand on a échangé nos images. J'ai dit non, mais ça m'intéresserait de le faire, quoi. Donc je l'ai fait, puis j'avais plus ou moins rejeté, oublié. Et là, je me souviens, puis c'était son truc des bandes de Buren qui faisaient 8 cm 5, ça m'énervait, donc j'ai fait des bandes de 10 cm en fait. Et sur les toiles de 2 mètres, ça veut dire que je commençais par une bande grise, je crois, et que je finissais par une bande blanche. Ou si je laissais une bande blanche, je commençais par une blanche, ça finissait. Et quelque part, ça donnait une direction à ce panneau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pas intéressé. Donc j'ai détruit ces toiles et j'ai recommandé de nouveaux châssis qui faisaient plus 2 mètres par 2 mètres, mais qui faisaient 2 mètres par 2 mètres 10. C'est-à-dire que je finissais avec une bande blanche et il y avait ce truc, quoi, comme ça.
Et puis à ce moment-là, oui, j'exposais avant en fait dans une galerie qui s'appelle Matthias Fels et qui a fait m'acheter une toile par mois. J'exposais les toiles avec des cercles comme ça, et j'ai refait une exposition où j'ai montré simplement une des toiles qui restait du salon de la jeune peinture, toute seule dans la galerie avec ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui a monsieur Becht, je crois qu'il s'appelait, qui a acheté la toile le jour du vernissage, ce qui veut dire que l'expo était vendue, quoi. Et donc il y a cette conscience quand même. Tu dis voilà, au bout d'un moment ça devenait vraiment reconnaissable. C'était du Olivier Mosset. Moi, je pense qu'il y a... mais pour certains, ça aurait été un atout. Toi, tu t'es dit non, on va casser. C'était pas ce qui m'intéressait. On va casser parce que c'est devenu une icône pour toi, ou parce que c'était l'histoire de signature qui était la chose qui, au départ, quelque chose que je critiquais. Tout à coup, dans le format même du travail, ça réapparaissait. Donc, oui, j'ai dû déplacer cette histoire-là. Alors, comment l'histoire de la bande s'est imposée au détriment peut-être d'autres choses? On l'avait fait quand on avait échangé nos toiles, donc je me disais je peux le faire. Et Daniel Buren n'a pas été content, hein. C'est le premier à les avoir vus, il m'a rien dit du tout. Mais après, il a vu d'autres gens, il a dit qu'est-ce que c'est ces histoires, enfin, il n'était pas content. Et il était d'autant plus pas content, c'est que moi, à ce moment, la galerie qui était ce Matthias Fels, je lui ai dit voilà, je vais exposer ça maintenant. Il m'a dit non, moi je peux pas exposer ça. Enfin, il y avait un côté un peu risqué. Donc ça, c'est très radical parce que quand même tout le monde de l'art, tout le système te poussait à avoir une signature, à avoir une identité précise. Oui, et puis quand ça marche, tu le casses. Hein. Voilà. Et puis surtout, c'est quelque chose qui rétrospectivement, en fait, j'ai le respect de quelques artistes américains comme Sherry Levin et des gens comme ça, parce qu'il y avait cette histoire d'appropriation quelque part. Mais enfin, j'approprie. D'abord, c'était pas pareil, il y avait une différence, et puis. Oui, je pensais pas ça comme ça, mais enfin, il y a des. Tu as eu l'idée d'un ready-made quelque part ou assister, parce que ou alors. Non, c'était l'idée de peinture, à mon avis. Il y avait un côté de peinture. Mais est-ce que l'idée d'objet, l'idée de peinture comme objet, évidemment. Je pensais que la peinture était un objet, un objet spécifique, dirait Judd, mais enfin, Judd, pour lui, un panneau sur un mur, c'est un problème. Pour moi, c'était pas le problème, mais c'est ce que c'est, quoi. Mm-hmm. Et d'ailleurs, là, je rejoins quand même le discours de quelqu'un comme Stella. Je dirais, what you see is what you see. Mm-hmm. J'étais d'accord avec ça, quoi. Et même ma lecture de l'expressionnisme abstrait, je sais pas, Bartlett Newman ou Rothko, c'était en fait, c'était une peinture qui m'intéressait, mais ma lecture était sans la charge émotionnelle qu'on peut voir dans un Rothko. Moi, je voyais ça comme des peintures qui étaient des peintures, comment dire, successful, qui étaient des peintures réussies ou intéressantes, mais je voyais pas même chez Newman, il y a le côté, il y a une espèce de comment dire, un poids mystique comme ça, qui c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais est-ce que pour toi justement c'était le danger, le danger de la peinture? Est-ce que justement en faisant de la peinture, inévitablement, quelle que soit bien sûr, la pratique, on va tomber dans une orientation mystique, une orientation formelle? Et c'est quelque chose contre laquelle tu t'es battu, non? Un des problèmes, oui, voilà. Mais un des problèmes, c'est qu'effectivement, Mondrian, qui a peut-être à un certain moment, pas toujours, mais un discours un peu théosophique, je sais pas quoi, par rapport à Van Doesburg, qui a un discours un peu plus concret, matérialiste, je pense quand même que la peinture de Mondrian est une peinture qui est peut-être meilleure ou qui est plus intéressante. La même chose se passe un peu avec Malevich et Rodchenko. On peut discuter de ces choses, mais il y a une qualité du travail de Malevich qui est... enfin, je sais pas très bien, mais moi je le lis quand même comme de la peinture posée sur la toile d'une certaine manière, quoi. Mm-hmm. Et surtout quand on voit un Malevich en vrai... Voilà. Comme tu dis de Mondrian, enfin moi la première fois que je l'ai vu, c'était un choc. C'est tellement différent de ce qu'on a en reproduction. Absolument. Et c'est pas dire mal fait, mais il y a plein d'imperfections sur lesquelles on bute. C'est peint, ça c'est sûr. Ouais, c'est peint. Ouais. Mais justement, ces imperfections, ces choses comme ça, pour toi, ça a quelque chose
de rechercher, ou la peinture parfaite est quelque part... c'est compliqué, parce que j'essaie de faire aussi bien que je peux, mais en même temps, si c'est vraiment parfait, je suis pas non plus content. Donc, mais faut que ça pourquoi soit pas. Parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de qualité du produit il faut qu'il devienne ce qu'il est supposé être, un truc comme ça. Je sais pas, j'ai un peu de peine. Parce qu'il perdrait son statut d'objet quelque part. Il y aurait une fascination pour une peinture qui serait un peu... Oui, mais enfin bon, en même temps, j'ai beaucoup de respect pour McCracken ou des gens comme ça. Mais là, ça devient effectivement un objet. Mais c'est pas ce qui m'intéressait. Il fallait pas que ça devienne un objet. Il fallait que ça se définisse comme peinture. Et là, alors effectivement, à ce moment-là, moi, j'avais quand même lu Greenberg, ces affaires-là, et j'étais au fond d'accord avec sa lecture ou sa définition de quelque part moderniste. Même si Greenberg a quand même à la fin un peu effrayé par le monochrome, hein, il a quand même il serait pas en arrière. Hein. Absolument. Mais j'ai le sentiment aussi que ça soit Judd, Stella ou même qu'au fond, ou même le minimalisme, même Bob Morris et peut-être Flavin, en fait, poussait la position greenbergienne un peu plus loin, et que Greenberg, lui, effectivement, a pas il y avait ce côté d'insignifiance qui l'a un peu traumatisé, voilà. Il est un peu revenu quelque part. Alors lui parle de qualité, de son goût. Alors là, évidemment, on ne sait pas très bien quoi dire. Mais par exemple, il a montré Stella dans des expositions. Hein. Il y a un texte de Michael Fried, d'ailleurs, sur Stella, Olitsky et Noland. Et aussi parce que il y a un premier Greenberg qui est celui de Pollock, Newman et Rothko, comme ça, qui a d'ailleurs lui a donné il a eu cette lecture, il a défendu Pollock très tôt, donc ça lui donne une position, parce qu'après les gens se rallient à découvrent cette qualité de ce travail. Et puis il y a un deuxième Greenberg qui était donc Maurice Lewis, Noland, Olitsky, et il y a eu une exposition, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais Post-Painterly. Je me demande s'il n'y avait pas Stella dans cette histoire-là. Et Michael Fried, qui était un ami de Stella, aussi reprend un peu les positions de Greenberg et le redéfinit un peu cette affaire. Et donc j'étais au courant de ces choses-là. C'est des choses qui m'intéressaient. Bon, en France aussi, à ce moment-là, il y avait aussi ces affaires de support surface qui sont venues donc un peu après ce qu'on appelle BMPT. Mais nous, on s'est jamais appelé BMPT. Hein. C'est la presse qui a d'ailleurs, mon bureau dit toujours que ça, BMPT n'a jamais existé. C'est vrai que le terme BMPT, ça ne vient pas de nous, ça vient d'autres gens. Enfin, aujourd'hui, c'est comme ça. Et justement, tu parles de ce fameux objet insignifiant, cette recherche de neutralité quelque part, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi, justement, neutralité, quand on parle de peinture? Mais en fait, c'est mon problème quelque part. Ouais. Et ce problème se résout en fait dans une espèce de pratique. Donc je suis honoré qu'il y ait des gens qui s'intéressent. C'est bien de vendre des trucs de temps en temps, mais bon. Alors tu m'as en 96, je crois, on a fait un entretien ensemble pour Kunstbulletin, et à la fin de l'entretien, tu me dis, si les gens arrivent à voir la peinture comme de la peinture, alors la réalité peut rester ce qu'elle est. Et je n'ai pas tout de suite compris, un peu comme un Cohen japonais, mais je dois avouer que c'est une citation que je ressors très souvent, parce que je pense, effectivement, s'il y a une leçon à retenir de la peinture, et de l'art en général, si on la considère avec la même idée, c'est que, ça c'est mon interprétation, après tu me diras si tu es d'accord avec ça, et pour moi c'est vraiment, si on arrive à avoir de la peinture, c'est-à-dire débarrasser finalement de tous les filtres qu'on veut bien y donner, que ce soit émotionnel, formel, esthétique, éthique, tout ce qu'on veut, si on arrive à avoir de la peinture pour ce qu'elle est, ce qui est quasi impossible, alors la réalité peut rester ce qu'elle est, c'est-à-dire que la peinture et que l'art, la pratique de l'art en général, peut devenir une sorte d'hygiène de l'esprit qui va nous permettre de voir ce qui est devant nous, notre quotidien, débarrassé justement de tous ces filtres
veut bien y mettre. Alors est-ce que moi tu parles d'une pratique, mais est-ce que la peinture dans cet ordre d'idées est finalement une hygiène de l'esprit, un peu comme une hygiène de celui qui va réparer sa moto, avec l'esprit zen, un peu comme finalement une certaine interprétation de la philosophie analytique, ce dont on ne peut dire il faut le taire, et finalement ce qu'on a en main nous sert simplement pour voir les choses débarrassées, dégraisser, je dirais, de tous les filtres qu'on veut y mettre. Oui, je regarde les choses quand même, je veux dire, comme tout le monde, je regarde le monde, je regarde ce qui se passe, et je pense qu'effectivement, dans certains aspects, il y a une espèce d'éthique du travail pictural qui fait que c'est un travail sur des limites. Et je serais plutôt comme Wittgenstein, ce qu'on peut pas dire, il faut pas en parler. Mais je regarde les choses, et je pense que c'est une vieille histoire, et c'est une histoire que je vois même dans la peinture. Je veux dire, au moment où Giotto, dans la Scrovegni Chapel, un petit ange qui déroule le ciel et qui montre qu'il y a des briques derrière sa fresque, il y a déjà ça, je veux dire, même il y a même un travail, je sais pas moi, le radeau de la Méduse, à la limite, c'est un carré qui est basculé, et en plus, non seulement ça, on regarde le tableau, et tous les gens qui sont sur le radeau, ils regardent le fond du tableau. Il y a cette histoire-là. Et ensuite, en effet, il y a cette histoire avec le début de l'abstraction. Je sais pas, il y a une histoire que je trouve, qui m'intéresse, enfin qui m'interpelle, puisque je suis tombé dans cette affaire-là au départ, sans très bien me rendre compte de ce qui se passait. Et je pense aussi que, par exemple, mais c'est presque une histoire de goût, mais que effectivement, au moment où Pollock ou Newman font le travail qu'ils font, il y a une espèce de je sais pas comment dire, de justesse, d'éthique en fait. Et il y a une espèce d'éthique de l'esthétique quelque part. Mais en plus ça continue, parce qu'après il y a des gens plus jeunes qui arrivent et puis qui disent mais enfin c'est quoi ces conneries, et puis qui reviennent en disant mais la peinture c'est pas juste la peinture sur la toile, c'est aussi l'histoire qui l'illustre. Et puis après il y a une critique de ça, puis après tout à coup, par exemple aujourd'hui c'est difficile parce que les choses ont éclaté, je veux dire, et de même que ces centres aussi où l'art se passait comme Paris ou New York, aujourd'hui il y a une espèce de globalisation de la situation, il y a des gens, et c'est pas mauvais parce que quelque part peut-être à ce moment-là il y a une qualité du travail qui existe en tant que travail lui-même, sans que ça soit que ça fasse partie de cette espèce de dialectique. Mais pour moi, je suis quand même un artiste du XXe siècle, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai quand même compris qu'il y avait j'ai appris ça avec des gens comme Thierry Levin ou Peter Halley, qui avait un postmodernisme quelque part abstrait qui avait une espèce de justesse. Il y avait une critique du modernisme qui paraissait en fait intéressante quelque part. Et c'est un peu dans ce dialogue comme ça qu'on travaille, mais et en même temps il y a une autonomie de la pratique qui fait que mais je sais pas, il y a aussi des choses qui se passent. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des expositions, parce qu'à ce moment on voit un peu plus ce qu'on fait. Je pense que souvent on ne sait pas non plus très bien ce qu'on fait. Donc on fait une espèce de logique de la pratique elle-même qui vous font faire des choses. Puis après quand on les voit, on dit c'est ça quoi. Il y a des surprises aussi dans les expositions. Même ici par exemple, le fait qu'il y a cette installation en haut, là où j'ai repris un Bertrand Lavier, et que j'ai refait un peu différemment en enlevant ces pièces, en refaisant l'installation. Et puis il y a ce miroir en face, et j'avais oublié que les miroirs reflètent ce qu'il y a devant eux. Tout à coup j'ai dit voilà, mais est-ce que je le savais sans le savoir, sans me le dire, j'en sais rien, je veux dire, mais c'était quelque chose qui m'a paru quand même intéressant tout à coup. Et en peinture aussi. Le seul truc, c'est que dans des histoires d'installation, de choses comme ça, bon, alors on a une idée, il y a d'autres gens qui la réalisent, qui participent d'ailleurs, à mon avis, au travail, alors que quand on fait une toile dans son atelier, on peut contrôler à peu près toutes les étapes, quoi. Mais même là, il y a quelque chose qui vous échappe, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien dans des discussions, parce que sinon on voit, on dit, oui, c'est ça, ou c'est pas ça. Au fur et à mesure de ta carrière, il y a quand même une façon qui a évolué, ou même à certains moments certains monochromes tu peux
peux les déléguer, hein, comme tu as fait ces monochromes en, comment ça s'appelle, cette matière antidérapante que tu mets sur les trucks, les pick-up. Hein. Ça rhino coating, mais ça s'appelle un liner ou un truc comme ça. Et, est-ce que finalement, dans cette recherche d'un certain degré zéro, d'un certain rien, est-ce qu'il y a en même temps on voit après c'est une collaboration avec d'autres artistes, est-ce que les autres font un détachement finalement par rapport à une pratique? Je crois qu'il y a une critique de la valeur ou de valeurs que j'estime qui sont que la valeur est ailleurs, qu'elle n'est pas dans le geste ou l'invention ou je sais pas quoi. Donc la valeur, elle est ailleurs. Est-ce qu'elle est dans le regard, dans cette pratique? Non, il y a pas, ça vaut rien, quoi. Mais justement, rien. C'est ça qui est intéressant. Ouais, comme tu parlais au début du rien, quelle valeur donner? Non, il y a ce texte de Baudrillard qu'il a fait quand j'exposais à Venise au pavillon suisse, et il a fait un texte qui dit l'objet qui n'en est pas un. Il a fait ce texte où effectivement. Il parle du rien, quoi. D'une manière un peu critique, en disant les gens disent que la peinture c'est rien, des fois c'est rien. C'est rien, voilà. Et alors il dit aussi, et c'est ça, c'est que le rien, c'est pas si facile d'arriver à ce rien. C'est peut-être tout aussi difficile que le tout est art. Voilà. De Duchamp, hein. Est-ce que là, moi je serais plutôt en train d'essayer de me dire, mais voilà, c'est ce que c'est, quoi. Et j'ai quand même un peu un regard sur le monde où je comprends pas très bien comment ça se passe. Il y a deux choses, il y a le fait qu'on soit là, et puis il y a quand même l'organisation du monde qui, à mon avis, est un peu problématique. Donc quelque part, si cette peinture, et c'est dans ce sens qu'elle est politique, comme n'importe quel discours, on se dit, mais oui, enfin, il y a des problèmes. Et ça, c'est peut-être des problèmes qu'on peut résoudre, mais c'est pas dans la peinture qu'on va les résoudre. Mais peut-être dans sa pratique et dans l'hygiène de l'esprit que ça engendre. Il s'agit de faire un truc correct, mais il y a aussi un truc un peu égoïste dans cette affaire. Je veux dire, moi j'ai un certain dialogue avec ces objets-là, avec ce travail, et c'est pour ça que je suis toujours un peu embarrassé quand il faut en parler, parce que à la limite on devrait dire c'est ça, puis voilà, débrouillez-vous. Mais j'ai de la chance, parce que puis d'ailleurs je fais les concessions qu'il faut pour qu'effectivement les gens quand même s'y intéressent d'une manière minimale et que ça permet au truc de continuer. J'ai toujours dit non, mais aussi il y a aussi un échec dans ces affaires, c'est-à-dire que on déplace le truc puisqu'on cherche quelque chose qui d'ailleurs qu'à mon avis n'existe pas, je veux dire. Est-ce que lors de ton travail ce serait une sorte de recherche d'échec maîtrisé quelque part? Parce que si c'est réussi, ça devient une peinture qui devient quelque chose, soit une icône, soit une sorte d'expression, soit ça devient quelque chose, non pas rien. Est-ce que cet échec est quelque chose de recherché, je crois que maîtrisé? Je contrôle pas très bien tout ça. Quels sont quand tu fais une peinture, par exemple, est-ce que souvent tu dis mais elle est ratée, non là elle est bien. C'est jamais bien. Mais ce qui fait que ça permet de continuer, parce que si c'était bien, peut-être on dit voilà, c'est fini, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une peinture va rester dans ton atelier, va pas être détruite ou transformée en autre chose? Il y a des peintures, j'ai détruit des peintures, j'ai d'ailleurs détruit des peintures que j'ai refait, puis je me suis dit, c'est ridicule, parce que j'arrive exactement à ce que j'ai fait avant. On voit pas très bien à quoi je pensais. Il y a un moment où tu te dis, est-ce qu'il y a un critère, ou c'est juste une sensation, c'est juste une intuition, ou cette sensation, tu peux la nommer ou l'expliquer? Non, mais d'abord, il y a aussi quand même des travaux d'autres gens qui ne m'intéressent pas. Donc, je me dis, tiens, mais enfin, tout en principe, plus ou moins intéressant. Mais enfin, il y a des peintures où on se dit tout de suite, on a compris tout de suite, on se dit, oui, d'accord, voilà, c'est ça qu'il voulait, je sais pas quoi. Mais c'est quelque chose dont j'ai de la peine à parler, parce que il y a un rapport un peu, on dirait, intime avec cette affaire. Mais en même temps, on participe à une espèce d'histoire. Il y a un dialogue, il y a évidemment un dialogue avec des artistes contemporains, mais il y a aussi un dialogue avec, je sais pas quoi, Michel-Ange ou ce qu'on peut voir comme ça. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce qui me passionne aussi, c'est que tu produis de la peinture.
mais que justement, j'ai l'impression que évidemment c'est une sorte de secret, hein, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. À un moment donné, c'est pas une sorte, comme tu dis, d'échec quelque part qui fait que justement c'est réussi. Mais moi, ce que je trouve assez admirable, c'est cet effet transitif, que l'œuvre devienne quelque chose de transitif et que finalement c'est tous les liens que la peinture en quelque sorte n'est pas à regarder pour elle-même. C'est finalement cette idée qu'il y a peut-être rien à voir, mais que justement parce qu'il y a rien à voir, alors ça nous exerce le regard qui va ensuite glisser de l'œuvre au mur, au plafond, au sol, aux gens eux-mêmes, aux autres artistes, au monde de l'art, à la société. Moi, j'ai dit ça, il n'y a rien à voir dans mes peintures, ce qui veut dire qu'il faut regarder ailleurs, qu'il faut regarder à côté. Et puis, parce que l'œuvre serait quelque chose de transitif finalement, une sorte d'outil qui permet finalement de naviguer dans différents champs de connaissances, de regarder la réalité de manière plus aiguisée. Mais quand tu parles d'échec, il y a une phrase de Bob Dylan, hein, qui dit "There's no success like failure, and a failure is no success at all." Il y a quand même un processus, je veux dire. Et en plus, même si on a une exposition, on va en avoir peut-être une suivante éventuellement. Mm-hmm. Et donc là aussi, il y a enfin, nous, on voit en général. Enfin, d'ailleurs, moi, j'ai eu des expositions de moi que j'ai pas vues. Hein. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est quand même arrivé. Mais en même temps, je connaissais quand même le travail suffisamment pour me dire j'espère que les gens sont contents, mais c'est pas vraiment mon problème. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait déjà au départ même, il y avait cette histoire il y a quand même pas mal d'artistes qui disent oui, moi j'aimerais dire ça ou faire ça ou communiquer ça, alors que moi j'ai toujours dit mais moi je cherche pas à communiquer, hein, ça m'intéresse, au fond c'est pas très gentil de dire ça, mais je m'en fiche un peu moi que les gens le voient. Et d'ailleurs, je sais pas, justement d'ailleurs. Dans le rapport, parce que j'ai des amis musiciens ou des amis qui font des performances, et par exemple musicien, c'est pas mal qu'il y ait des spectateurs. S'il y a personne, c'est un peu ennuyeux. Une expo, moi, si je vois l'installation et que je l'ai vue, ça me suffit en fait. Que les gens après en parlent ou la voient, ou au fond, je m'en fiche un peu. Donc j'ai cette espèce de rapport comme ça, immédiat ou intime, mais ça m'intéresse d'avoir des expositions parce que ça permet de voir le travail. Ça permet de voir le travail, parce que dans l'atelier c'est un peu mélangé avec d'autres choses. Il y a une manière comme ça. Il y a quand même pour toi une importance du rapport de l'œuvre à son compte. Voilà, au contexte. Ici c'est très présent d'ailleurs, parce que là il y a quand même un espace particulier avec lequel il fallait jouer. Et c'est effectivement, mais ça se fait d'une manière un peu instinctive. Ça se fait aussi souvent en dialogue avec, je sais pas, le commissaire, comme tu sais, des choses comme ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus présent dans ton travail? Parce que si on regarde au début, il y a des toiles, 1 mètre sur 1, 2 mètres, 2 mètres 10, et tout d'un coup, on commence à avoir des tableaux qui s'inscrivent vraiment dans un espace. Déjà, c'est toujours la peinture qui m'intéresse, mais c'est dans ce rapport, et je l'ai dit avant, dès que j'ai fait des trucs en 3 dimensions, il y a un peu des circonstances qui font que j'ai été invité à une exposition de sculpture, ou quand moi j'ai fait une fois un travail public, et donc il y a eu ça, puis j'ai joué le jeu. C'était quoi la question ? C'était par rapport au contexte de plus en plus finalement. Oui, alors voilà. Alors, d'abord, il y a une exposition en Suisse, d'ailleurs à Motier, où par exemple j'ai exposé une moto. Là je passais un peu à autre chose. Mais c'est arrivé à cause d'autres gens. C'est arrivé parce que. Mais justement, est-ce qu'on peut pas faire moi ce que j'adorerais qu'on fasse, peut-être c'est impossible, mais faire un lien très logique entre la peinture et la moto, c'est possible? Étant donné que la peinture est un objet transitif et la moto aussi finalement nous permet d'aller d'un endroit à l'autre. Ça, je passais la peinture nous permet d'aller d'un endroit à l'autre, mais je lance ça parce que on arrive à trouver un lien. Non, il y a un problème dans l'art, je dirais du XXe siècle, c'est quand même Duchamp. Au moment où on met un objet, et puis que c'est une œuvre d'art, que ce soit une pissotière ou une porte-bouteille, pour des gens qui font de la peinture, c'est un problème quelque part. Bon, alors on peut éliminer le truc en oubliant l'histoire. Mais alors quand il y a des gens comme, justement, par exemple, c'est le minimalisme, Donald Judd, qui viennent quand même après cette peinture assez exceptionnelle
de l'expressionnisme abstrait, enfin, Pollock et des choses comme ça. Là, tout à coup, il y a une... peut-être que c'était là qui a fini au fond cette affaire de peinture, avec des gens comme Donald Judd ou Flavin, ou même Bob Morris, en tout cas au début. Tout à coup, là, il y a une espèce de au fond, c'est impossible de faire de la peinture. Donc, si on continue, on est dans une situation qui est à côté, et alors, au moment où moi, parce que j'ai des amis, je sais pas, Sylvie Fleury qui expose une voiture, ou Steven qui s'intéresse à cette culture biker et tout ça, et c'est quelque chose, moi ça faisait très longtemps que j'ai eu des motos que je m'intéressais, et je savais d'ailleurs que la moto est un objet esthétique. Je veux dire, on stationne, surtout des motos repeintes ou refaites, on la stationne dans la rue, les gens s'arrêtent et la regardent, hein. Et ça m'amusait un peu parce que ça participait pas du monde de la culture, ou de je sais pas quoi, de high culture, mais il y avait une qualité esthétique dans ces objets-là. Et puis quand d'autres gens ont commencé à montrer des choses comme ça, quelque part, je me suis dit, oui, au limite, je peux le faire aussi. Et c'était une manière, parce qu'il y avait à la fois une critique, plutôt du système de l'art, ou je sais pas comment on peut appeler ça, et puis après, il y a une critique de la critique, quelque part. Donc je fais une peinture qui critique, soi-disant, le truc, et puis après, je peux critiquer moi-même ma propre pratique en faisant quelque chose qui, effectivement, fait un pas de côté. Mais à un moment donné, est-ce que faire de la peinture, c'était, comme tu dis, la peinture est morte, on continue à en faire, c'est forcément dans la marge ou... Non, c'est ce que Steven... Moi, j'ai continué parce que je suis quand même âgé, donc je suis d'une génération d'avant. Enfin bon, la peinture est morte depuis longtemps, peut-être. Mais je me souviens de Steven qui dit non, mais... Oui, Steven Parino disait la peinture est morte, mais moi, j'ai rien contre la nécrophilie. Mais moi, j'avais l'impression que j'étais plutôt dans une zone... ça continue, que ça meurt pas en fait, que la peinture peut pas mourir, on essaie de la tuer tout le temps, mais que ça continue quand même, quoi. Il y a toujours des gens qui en font, il y a toujours et je vois pas pourquoi c'est ça, et je vois pas pourquoi ça meurt pas, quoi. Il y a toujours des panneaux qu'on peut accrocher dans son salon. Tant mieux. Je sais pas, on doit encore parler longtemps. Non, ça me fait penser aux zombies, mais c'est peut-être un autre sujet. Tu as une ouverture vers des choses qui, moi... Donc on n'a pas trouvé le lien entre la peinture et la moto. C'est-à-dire que c'est pas la moto, c'est tout. Aujourd'hui, on peut tout faire, hein. On peut exposer ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. On peut exposer, je sais pas quoi, un cheval, faire beaucoup de choses. Et les gens font ça et c'est plus ou moins intéressant. Mais ça peut aussi être moins intéressant. Et la peinture, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi faire de la peinture. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui est assez exceptionnelle parce qu'il y a une espèce d'ouverture tout azimut où tout est possible et même des formes traditionnelles restent possibles. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est qu'on a un peu le sentiment que plus que le travail lui-même ou que le produit lui-même, ça peut être un peu les contacts qu'on peut avoir ou l'intérêt de certaines personnes qui font que tout à coup le projecteur est mis sur ce travail-là ou cet autre travail-là. Il y a une grande importance qui est donnée un peu comme partout à l'histoire que ça raconte. Mais justement, dans ton cas, c'est peut-être plus compliqué parce que il me semble que dès que ça raconte une histoire, il y a un sens et que fait-on avec ce sens qui va peut-être axer l'interprétation sur des axes, sur des rails différents. Voilà. Au fond, mon problème c'est ça, c'est que là on se trouve dans une situation et ça se reproduit plusieurs fois où les gens vous posent des questions. Alors qu'en fait, moi j'ai toujours le sentiment, je dis mais non, mais c'est moi qui devrais poser des questions. Parce que je pourrais demander au directeur du centre culturel suisse, mais pourquoi est-ce que vous voulez m'exposer? Ou dans une galerie qui me soutient un peu, mais quel est votre... À quoi vous pensez? Et j'ai l'impression que c'est souvent les autres qui ont les solutions. Et moi, je fais un certain produit, j'ai ce dialogue intime, je ne sais pas comment dire, avec le produit lui-même, qui m'intéresse. Et je dirais d'ailleurs que les motos c'est formidable parce que si on en fait, on sait ce que c'est, quoi. Mais il y a une qualité, il y a une espèce de, il y a un dialogue avec cette espèce d'objet. On sait que c'est de la ferraille, quoi. Mais en même temps,
quand même, c'est la route, c'est tout ça, c'est la vitesse. Mais c'est un truc intime, je veux dire. D'abord, il faut le faire pour le savoir. Mais alors après, si d'autres gens s'y intéressent, alors on se dit, mais alors ça, on comprend pourquoi ils s'intéressent, mais pourquoi ils s'intéressent à votre moto? Il n'y a pas de raison, hein, ils ont qu'à faire la leur, ou des choses comme ça. Donc là, j'ai souvent, même quand même, il y a des gens qui font des interviews, il y a des magazines, des choses comme ça, et chaque fois je me dis, mais c'est moi qui devrais leur poser la question, mais pourquoi, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire, ou pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ça? Et peut-être qu'ils peuvent me donner des réponses qu'au fond, moi, j'ai pas vraiment. Bon, on pose la question. Voilà. On peut poser la question au public, peut-être. Oui, je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, on est là pour dialoguer. En général, il n'y a pas de questions, puis après on part, les gens viennent vous voir, ils disent, bon, pas ici, mais dans les écoles, c'est comme ça. Oui. Si vous avez des questions, il y a un micro. Bougez pas, j'arrive. Quelques questions. On fonctionne. Alors peut-être que vous me retournerez la question. C'est par rapport à l'exposition ici qui est très particulière, puisque c'est un moment particulier de l'art, puisqu'il s'agit des collaborations. Et quand on voit donc l'exposition, on se dit qu'il y a effectivement une histoire de l'art à faire sur les pratiques collaboratives, la pratique collective par exemple. Et est-ce que quelque part, je pense que vous êtes un des artistes qui a le plus pratiqué comme ça la collaboration. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre le geste du peintre et la pratique collective? D'abord, moi j'ai fait des collaborations, mais il y a quand même plein d'artistes qui ont une carrière de collaboration. Je pense à Fischli Weiss ou enfin il y en a beaucoup. Donc moi j'étais quand même jamais dans ce discours-là. J'ai pas collaboré tout le temps, ou j'ai pas fait plusieurs pièces avec. Je pense que là aussi c'est une manière cette critique de la critique quelque part. C'est une manière aussi d'avoir une espèce d'ouverture. Et là, cette exposition, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est effectivement des collaborations que j'ai plus ou moins générées. En fait, c'est moi qui ai décidé que j'allais faire ça. Et il y a eu plusieurs choses. Par exemple, parce que une des premières collaborations, c'est une collaboration avec John Armleder où on avait fait une rampe de skateboard, qui était une collaboration à la Biennale de Lyon. Et là, ce qui s'est passé, c'est que John était invité à cette exposition à la Biennale de Lyon, et moi, j'étais pas invité. Et puis, je sais pas pourquoi, en parlant comme ça, il me dit, je suis invité là. Et puis, je sais pas pourquoi, je lui dis, moi, si j'étais invité, je me mettrais une rampe de skateboard. Et j'ai pensé à ça parce qu'on avait fait un voyage ensemble avec son fils qui faisait du skateboard, et puis il y avait une forme. Alors moi j'avais une espèce de lecture formelle de la rampe, hein, qui ressemblait un peu à un Judd ou une chose comme ça. Ce qui est donc l'inverse. En fait, c'est aussi un peu une critique de Duchamp. Duchamp dit, je prends un objet qui est sans intérêt. Moi, l'objet m'intéressait parce que il y avait une lecture, du milieu de l'art sur cette rampe. Bon. Ensuite, une deuxième collaboration, c'est avec Steven Parino. Et alors ça, qui me dit, tu as fait des peintures avec un A. Tiens, moi, on pourrait faire 2 panneaux, et toi, tu ferais ta peinture, tu referais ta peinture avec un A, et moi, je ferais le A de l'anarchie. Voilà. Et en fait, c'est une peinture qu'on a faite, mais qu'en fait, à la fin, on a trouvé qu'elle n'était pas très intéressante, mais en fait, on l'a gardée, elle existe toujours. Et après ça, on a refait une autre collaboration qui était 2 monochromes. Et ça, c'est une peinture qui, moi, alors m'a intéressé, parce que on a peint chacun séparément ce panneau, enfin ces toiles, et avec la même peinture quand même. On a mélangé la peinture ensemble. Et quand on voit le résultat, on ne sait pas qui a fait laquelle. On les met deux ensemble. Oui, on peut le savoir parce que effectivement, lui, quand il a mis son primer, parce qu'il y avait un primer dans ces toiles-là, puis après la couleur par-dessus, lui a peint les bords parce que moi je l'ai pas fait. Bon. Enfin, mais quand on les voit de face, c'est difficile. Il y a des gens qui disent oui, c'est ça et ça, mais j'y crois pas. Je crois que c'est même nous, on n'arrive pas. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et donc en fait, la collaboration avec Warhol. Alors la collaboration avec Warhol,
pas s'il faut appeler ça une collaboration, mais ce qui s'est passé, c'est que il y avait une soirée comme ça chez quelqu'un qui avait une toile de moi, qui était un petit monochrome jaune comme ça, et puis Warhol était là aussi, puis quelqu'un dit vous connaissez, puis en fait moi j'avais rencontré Warhol longtemps avant, je l'avais vu plusieurs fois, il est même venu dans mon atelier à Paris quand il était passé à Paris, et puis on dit oui on se connaît, ça, puis quelqu'un a dit mais vous devriez faire une collaboration. Enfin, c'était le moment où Warhol faisait des collaborations avec Basquiat ou Clemente et tout ça. Et Warhol a dit mais moi je peux le faire tout de suite. Et puis il a signé la toile. Et en fait cette toile est montrée avec une signature en bas. Et en fait à mon avis il l'a signée sur le côté comme ça. Et c'est lui qui a sorti en fait un gros marque. Moi j'étais même pas là quand il l'a fait. Il a dit mais je peux le faire tout de suite. Je sais pas. Je me souviens plus très bien. Il a le dos tourné puis pouf il avait fait ça. Et je sais pas si c'est une collaboration. Enfin c'est... mais donc il y a ça, mais là en effet alors une des vraies collaborations dans cette histoire, d'abord il y a deux choses, c'est que j'ai eu la chance d'être invité à faire des décors pour un ballet à l'Opéra de Paris, avec cette danseuse qui s'appelle Marianne Gillot qui a l'année passée c'était 12 je crois on en a parlé en 11, 12 je crois, ouais 12 ouais. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui m'a intéressé. Il y avait deux choses. D'abord, en parlant déjà au départ, quand tu l'as rencontré, moi je connaissais rien à la danse. Et puis, mais je lui dis, il y a une tradition, Diaghilev, machin, Moss Cunningham, Judson Dance Theater. Enfin, je savais un peu ces choses-là, mais je connaissais pas vraiment. Et il y a une situation. D'abord, c'était à Garnier. Il y a quand même Chagall au plafond. Il y avait cette histoire de rideau de scène, enfin Picasso, des trucs comme ça. Donc j'ai quand même été impressionné. Puis après dans le processus, alors là on a vraiment collaboré puisque enfin c'est son truc, mais enfin on parlait de ce qui se passait puisqu'il s'agissait de faire des décors pour un spectacle qui était le sien. Et là c'est quelque chose qui a eu un impact aussi sur ce qui se passe dans cette exposition ici parce que c'est un peu la suite de ça. Et par contre la vraie collaboration que j'ai vraiment initiée, c'est le truc avec Bertrand Lavier. Je pense qu'il était aussi dans ce climat de décor et de machin comme ça, et je vois son exposition au Centre Pompidou, et il y a cette installation des Disney Productions, et puis je me dis tiens, ça serait quand même marrant de refaire l'installation qu'il a faite pour ces pièces, ces peintures et ces sculptures qu'il a trouvées dans une bande dessinée de Mickey qui va au musée d'art moderne, je sais pas quoi, dans les années 60, mais de le faire simplement avec sans les œuvres. Et j'en ai parlé, puis on l'a fait. Et ça, c'est vraiment un truc. Je me suis dit ça, puis voilà. Et par exemple, le Majid Hakimi qui a fait l'installation avec les lumières aussi, c'est la personne qui a fait les lumières. Quand on a fait ce spectacle à l'Opéra. Et je me suis rendu compte d'abord que la lumière pour un décor ou pour un spectacle, c'est un truc qui est vraiment important. En plus, il y avait quelque chose de vraiment intéressant dans ce qu'il a fait, dans le produit qu'il a fait. Donc on a parlé un peu, puis je lui ai dit, mais je sais pas, peut-être qu'un jour on pourrait faire simplement une exposition dans une galerie sans mettre d'œuvre, mais en éclairant les murs, quoi. Et j'ai parlé un peu de ça, et puis lui, il s'intéresse quand même à l'art contemporain, il s'intéresse à Turel et tout ça. Et quand il y a eu l'occasion de cette exposition, je lui ai reparlé, et puis il a fait cette pièce. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui va continuer. Je vais continuer à essayer de voir. Parce que là, en fait, lui, il a fait ce qu'il avait envie de faire. Mais il y a une... Ça, c'est quand même extraordinaire, non? Il y a peu d'artistes qui ont une liberté comme ça de travail comme la tienne. Hein. J'ai surtout la chance que j'ai la possibilité de le faire. Donc ça, c'est là que je dois poser une question. C'est pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Mais enfin bon, il y a aussi... Le grand danger d'un artiste, c'est d'être prisonnier d'un style, une forme de reconnaissance. Ouais, mais ça, c'est... Alors là, moi, j'ai vécu le problème, parce que les toiles avec les cercles sont devenues effectivement une espèce de style, je sais pas comment on appelle ça, mais... Donc là... D'ailleurs, à un moment donné, j'ai refait deux toiles avec des cercles en couleur. C'était le moment à New York. C'était le moment où il y avait d'abord ce retour à l'abstraction après la figuration expressionniste, et c'était le moment aussi où les films en noir et blanc étaient colorisés à la télévision. Je me suis dit tiens, je vais faire 2 toiles colorisées. J'en ai fait 2 comme ça. En fait, j'étais intéressée aussi par la collaboration sur l'atelier de Donald Judd avec Maïtu Perret, et comment est-ce que
parce que je vois, parce qu'en fait, toutes ces collaborations sont très différentes, n'est-ce pas? Il y a certains degrés que vous avez fait, et puis d'autres, l'autre artiste. Donc, chaque fois, c'est une sorte de recette de participation très différente. Donc, plus particulièrement celui-là, j'étais assez intéressée pour savoir comment était l'intervention. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'école des beaux-arts de Genève et l'école des beaux-arts de Nantes ont une maison à Marfa où il y a des résidences d'étudiants. Et d'ailleurs, même à un moment donné, quelqu'un m'a dit on va se voir à Marfa parce que j'ai dit bah oui, je sais pas, enfin parce que j'étais allé avant plusieurs fois. Et puis apparemment il y avait une liste d'intervenants et il y avait mon nom, mais personne ne m'a jamais rien demandé. Alors bon, puis après j'ai rencontré Maïtou qui m'a dit qu'elle allait avec des étudiants de Genève à Marfa. Et puis j'ai aussi un ami en Arizona, à Tucson, qui a un terrain. Et chaque fois on se disait on devrait y aller puisqu'on devrait aller essayer de voir ce terrain à Marfa. D'ailleurs, il y a un terrain, on sait même pas où c'est, on voit un truc désert, il y a un bout qui lui appartient. Enfin, mais enfin, je me suis dit, j'irai là. Et donc, Maïtou y était, et quand même, je la connais, donc je suis allé là-bas. Et puis alors, on a fait avec les étudiants, les visites de Chinati. Et alors maintenant, à Marfa, on visite aussi les appartements de Donald Judd, de son installation, et son atelier, avec des œuvres anciennes, qu'il a dû racheter, ou je sais pas quoi, et des œuvres plus récentes, et l'atelier où il faisait son dernier atelier. Et donc il faisait ces petites pièces il faisait un peu des constructions avec des petites pièces en métal peintes qu'il mettait ensemble, un peu vissées ensemble. Et puis dans un coin, il y avait une espèce de boîte, bac, enfin je sais pas quoi, qui ressemble, enfin qui est comme cette pièce. Et puis avec Maïtou, on regarde ce truc qui était un peu bizarre. Il y avait un feeling un peu étrange dans cette histoire. Et puis la dame qui faisait faire le tour dit ah non, ça c'est rien, ça c'est un reject, c'est un truc qu'il a commandé et puis il a décidé que ça marchait pas. Et puis alors moi j'ai dit à Maïtou mais il faut qu'on le fasse ce truc. Et ça m'a intéressé parce que en plus on a pu le faire parce que Judd, les meubles par exemple, les dernières pièces sont faites en Suisse. Donc on l'a fait en fait chez les gens qui font les Judd quoi, qui ont fait les Judd. Mais là aussi il y a un côté privé comme ça, mais au fond j'ai compris quelque chose, enfin j'ai vu le travail de Judd, mais et c'est un travail pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et là j'ai aussi compris quelque chose, même en faisant cette pièce qui évidemment n'est pas un Judd puisque il l'aurait pas accepté. Donc mais il y avait quelque chose qui m'intéressait là autour. Et je trouve que c'est une pièce, c'est ce que c'est, mais c'est pas un Judd, c'est autre chose. C'est pas la pièce originale. Ben non, on l'a refait. La pièce originale est toujours là-bas. Et après, j'ai revu en plus cette pièce parce que je suis retourné une fois à Marfa et je trouve que la nôtre est un peu mieux en fait. Mais, Puisqu'on a parlé un peu collaboration, j'aimerais bien savoir si vous étiez aussi lié à Isabelle Walbert ou bien son fils Michel Walbert qui était écrivain, mais bon. Pas vraiment, non. Mais, donc vous l'avez pas connu non. du tout. D'accord. Bonsoir. Moi, j'ai deux questions. La première est sur votre rapport avec la radical painting américaine. Avec la radical painting américaine. Et aussi entre le radical painters, à votre avis, qui est arrivé le plus en fait à cette radicalité, à cette en conclusion. Et après, deuxième question, vous dites très souvent ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que veut dire exactement que quelque chose d'intéressant pour vous? En fait, c'est quelque chose qui peut provoquer une émotion, c'est simplement quelque chose qui, à votre avis, peut se développer en quelque chose d'autre, je sais pas, si... Oui, je vais répondre à la deuxième question d'abord, puis à la première ensuite. C'est au fond cette histoire d'intéressant, c'est Judd qui a dit qu'il faut qu'une œuvre soit intéressante. Et en fait, à l'époque, moi, j'avais plutôt le sentiment de dire, mais non, moi, j'essaye de faire des œuvres qui justement sont pas intéressantes. C'était ça l'idée un peu, mais pour répondre à Judd, quoi.
en disant moi mes œuvres sont oui, ben c'est pas intéressant. Mais ce qui d'ailleurs leur donne un certain intérêt. C'est pour ça qu'on est coincé dans une affaire comme ça. Alors l'histoire de la so-called radical painting. Donc moi quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé en 77. C'était le moment où il y avait le retour l'image, le retour à l'expressionnisme. C'était le moment où ce qui se passait, c'était Schnabel, Salé, l'intérêt pour la peinture allemande de Basil Litz ou Kiefer, pour les Italiens comme Quilla, Clemente ou Cucchi. Et j'arrivais en faisant des grandes toiles monochromes rouges. Je me suis dit tiens, il va y avoir un problème là, c'est fini cette affaire moderniste. Il faudra attendre le siècle prochain. Et même à tel point que je me suis dit mais je vais avoir des problèmes, je ne sais pas, je vais devoir enseigner, et j'avais le bac mais j'avais rien d'autre, et en fait je suis retourné à l'école, je suis retourné à Columbia, et il y avait un département d'art visuel qui était pas très bon, mais il y avait un département d'histoire de l'art qui par contre était très bon, parce que Shapiro avait donné, n'était plus là, mais il avait donné une espèce de direction au département, voilà. Mais à ce moment-là, donc ce qui se passait, c'était ça. C'était soi-disant postmodernisme, qui à mon avis est un mauvais terme. C'est après que c'est devenu vraiment postmoderne. À l'époque, c'était quand même dans cette dialectique comme ça de réaction peut-être à l'art conceptuel, en revenant à la figure et en faisant un pas, je sais pas quoi, en arrière ou à côté. Mais à ce moment-là, il y a eu un article de Marcia Afif, qui est une artiste américaine, a fait un texte un article dans Art Forum qui s'appelait Beginning Again, qui était l'idée de recommencer. Elle parlait d'autres artistes qui faisaient une peinture abstraite ou monochrome d'ailleurs. Et j'en parlais avec, il y avait une amie qui avait une galerie qui s'appelait Nina Nozay, et je lui disais, tiens, je sais pas, cet article m'intéressait. Il m'a dit, mais il faut l'appeler, il faut la contacter. Et en fait, je l'ai appelé. Et je l'ai rencontré, puis j'ai dit que son article était intéressant, et que peut-être on devrait faire une exposition là autour. Alors ça a pris un peu de temps, mais enfin il y a eu des rencontres avec des gens qui faisaient cette peinture abstraite à un moment où c'était pas la mode, quoi. Et donc moi j'étais quand même ravi de rencontrer des gens avec qui on pouvait parler bon, j'avais peut-être une position qui était un peu à côté comme ça, mais en fait il y a eu plusieurs réunions, il y a eu des expositions privées, il y a eu des échanges de visites, donc je retrouvais un peu un climat à la BMPT comme ça, où il y avait des échanges avec d'autres artistes, et puis en plus ça a duré un moment. J'étais toujours un peu à Columbia, mais il y a eu une exposition chez Sidney Janis qui s'appelait New Abstraction. Et d'ailleurs, il y avait un press release qui disait, oui, alors il y a des gens qui continuent à faire de la peinture abstraite, et il y a même une abstraction un peu plus radicale qui est celle de ces gens-là. Je sais que Robert Ryman était dans cette exposition. Mais même avant, je savais quand même que de la génération d'avant, il y avait des gens comme Bryce Marden, Mangold, qui avaient continué la peinture au moment où l'art minimal, c'était plutôt de la sculpture, quoi, ou des objets en trois dimensions, pas de la sculpture. Mais et alors en fait, moi j'ai eu de la chance de rencontrer ces gens. Il y a eu cette exposition chez Janis, où j'étais d'ailleurs impressionné, parce que quand même, Sidney Janis, c'était la galerie de Mondrian, enfin, puis je l'ai rencontré, quoi, donc j'étais impressionné. Et puis après, il y a eu une exposition, donc là on se voyait quand même passablement. Il y a eu des réunions de nouveau entre plusieurs artistes. Ça a changé, c'était pas toujours les mêmes personnes comme ça. Et puis après, il y a eu Krenz qui était professeur et conservateur de l'université, c'était Williamstown College, qui a décidé de monter une exposition justement avec ce groupe. Et là aussi, et puis il fallait trouver un nom pour l'exposition. Puis c'est là qu'il y a eu des discussions comme ça, qui étaient un peu bizarres, mais et ce terme de radical paintings comme ça m'avait intéressé dans le press release, alors qu'eux ils disaient radical abstraction comme ça, donc il y avait une différence, et eux pensaient que c'était pas de l'abstraction mais que c'était de la peinture. Il y a eu toute une discussion, et il y avait l'idée aussi moi j'avais un côté un peu je sais pas, gauchiste avec le terme radical, alors qu'eux disaient non, mais c'est l'idée de la racine, de repartir à zéro, qui était le premier article de Marcia, et oui, pourquoi pas, et c'est comme ça que le terme
est apparu, et puis on a fait cette exposition, puis après, bon, on s'est un peu éloigné, mais enfin, moi, je suis toujours ami avec certains de ses membres, quoi. Et je sais pas ce que vous voulez préciser. La dernière expo, elle était en 1984, et voilà, mais cette conclusion, c'était une conclusion parce que vous pensez d'être arrivé à ce que vous cherchez, ou simplement pour questionner les choses, surtout parce qu'il y avait des banques américains, des banques européens, donc c'était pas si facile, c'était pas oui, non, c'était pas, d'abord c'est pas un groupe, hein, enfin il y a eu une exposition en tout cas comme ça, et puis il y a eu, le terme a été repris en Allemagne, il y avait des gens comme Marioni, Sims oui, qui ont exposé aussi en Allemagne avec ce terme. Il y a eu plusieurs choses là autour, mais il faut quand même bien se rappeler que c'était vraiment un peu un sideshow de ce qui se passait, quoi. On n'était pas dans le système, mais enfin on pouvait faire ça, quoi. Et moi, alors à ce moment-là, là aussi, j'ai continué encore cette histoire de la critique quelque part. D'abord, il y avait un discours un peu, je sais pas comment dire, mais un peu, Marcia, Sims, Marioni, j'étais assez d'accord. Mais enfin, il y avait quand même un poids émotionnel dans cette affaire-là, ou sur le geste différent, et ce qui n'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Et quelque part, j'ai voulu casser. Enfin, je peux vous le dire. La première fois, je regarde une toile de moi monochrome comme ça, et puis il y avait c'était près de la fenêtre, il y avait une espèce d'ombre comme ça. Donc il y avait une espèce de triangle comme ça sur cette toile. Je me suis dit, mais c'est drôle parce que c'est une toile monochrome, puis en fait, elle n'est pas monochrome. C'est une toile rouge, et puis il y avait une espèce d'angle rose comme ça. Et c'est même si je l'ai faite en fait après coup. Mais en fait, c'est aussi le moment où tout à coup il y a eu de nouveau, où la peinture abstraite est revenue un peu sur la scène. C'est-à-dire qu'au moment où Peter Halley ou cette chose qu'on a appelée néo-géo a commencé à apparaître. Donc c'est pas très clair. D'ailleurs, moi j'étais dans des expositions, j'étais un peu réactualisé par des gens qui faisaient du néo-géo avec des toiles monochromes d'ailleurs. Mais là, tout à coup, j'en ai peut-être eu marre aussi de faire des toiles d'une couleur, et j'ai voulu jouer avec ça. Mais il y avait, je pense, l'idée aussi de casser et d'ailleurs, la première toile, j'ai une exposition au Centre d'art contemporain à Genève, comme ça, qui était un grand espace, et j'ai fait les toiles même, je crois que c'était en 85, sur place, parce qu'il y avait les possibilités de les faire, et c'est là que et la première toile, c'était une toile d'ailleurs qui était une toile où il y avait 3 côtés peints, il y avait une bande sur 3 côtés. Et j'ai appelé cette toile d'ailleurs un step backwards, parce que j'avais l'impression que je retournais en arrière et qu'il y avait et c'était un truc qui m'a toujours épaté parce que il y avait un espèce de scandale de la toile monochrome, enfin à l'époque maintenant moins, mais alors je me disais, mais simplement parce qu'il y a qu'une couleur, alors il y a un problème, alors que si on met une ligne ou un trait, il n'y a pas de problème. Donc j'ai un peu joué avec ça, donc j'avais l'impression de revenir un peu à faire une peinture qui était plus, mettons, plus normale, comme le président en France. Alors qu'avant, il y avait un côté effectivement radical ou choquant pour des gens qui s'intéressent pas forcément à ça. On dirait, bravo, une couleur, ça, je pourrais le faire, quoi. Mais c'est vrai d'ailleurs, mais il peut aussi faire autre chose. Donc je crois que c'était un peu ça. Donc oui, c'est cette histoire-là, mais enfin, je suis quand même ami avec d'ailleurs, j'ai refait des toiles. Oui, alors, en plus, ce qui s'est passé, c'est que, ensuite, mais ça, j'étais plus dans ce groupe, de toute façon, n'a pas existé. Donc, il y a eu quelques expositions, mais il n'y a pas eu un vrai groupe, sauf pendant un moment où, effectivement, il y a eu des réunions, d'artistes, comme ça, avec des conversations, sur ces sujets, est-ce qu'il faut peindre le côté, ou pas le côté, les choses comme ça, quoi. Mais, ce qui s'est passé, c'est que, après, j'ai refait des toiles, par exemple, qui étaient des shape canvas, où il y avait des formes et des choses comme ça. Et ça m'a ramené, en fait, à des toiles d'une couleur, en fait. Quelque part. Donc, il y a toujours des allers-retours dans ces histoires-là. Enfin, on reprend. Et d'ailleurs, des toiles des shapes prenaient des formes de toiles où j'avais pas une forme sur un fond. Et puis ensuite, maintenant, je retombe un peu dans des trucs, dont les dernières toiles qui étaient des toiles, justement, monochrome, en plus pâte au pistolet, ou qui c'est toi dont tu parlais, quoi. Petit dérapant, d'ailleurs c'est intéressant quand même que
Les monochromes récents sont un matériau antidérapant sur lequel on ne peut pas avoir de prise. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait cette peinture, et puis c'est un ami d'un ami, et puis je sais pas, je lui ai dit, on peut faire ça sur toile. Il me dit, bah oui, puis je l'ai fait, puis ça m'a intéressé. Puis il m'a dit, on peut faire n'importe quelle couleur, puis j'ai continué. Mais là, les dernières, c'était des toiles qui étaient faites comme ça, mais un peu ratées, et en fait, je les ai repeintes moi-même. Donc maintenant, je suis en train plutôt de revenir vers une pratique. Mais oui, il y a une espèce de, je sais pas quoi, une espèce de dialectique interne dans ce qu'on a fait, ce qu'on refait, ce qu'on, voilà quoi. Oui. Mais j'aime toujours, aujourd'hui, dans tout ce qui se passe, en fait, j'aime toujours les toiles monochromes d'autres gens, parce qu'il y a toujours, dans chaque école d'art, maintenant, il y a quelqu'un qui fait une toile monochrome. On va peut-être faire attention de ne pas trop dépasser les dernières questions. En fait, je voulais savoir, à votre avis, entre tous les radical painters, entre, je sais pas, vous et Marsha Fif et Gunther Humbert, je sais pas, donc entre tous ces monochromes, s'il y a quelqu'un qui s'approche le plus à ce que vous cherchez. Oui, donc je vais pas répondre à votre question, mais simplement ce que je peux vous dire, c'est que dans l'exposition de Janis, il y a, je vois que toute l'étoile était pas carrée, c'était off square comme ça. Et puis je dis à Marsha, mais pourquoi est-ce que la toile a ce format-là? Et elle me dit, parce que c'est la taille la plus grande qui va dans mon ascenseur. Voilà, bon. Et puis je demande à Fred Thirst, et qui lui aussi dit, non, mais parce que il y a un travail dessous qui a à voir avec la Kabbale ou je sais pas quoi, voilà, c'est pour ça. Et puis je demande à Jerry Zenuck, qui me dit, non, parce que si on fait une toile qui est carrée, en fait elle a pas l'air carrée, elle a l'air effectivement d'être en hauteur, donc pour rétablir tout ça. Et moi d'ailleurs, mes toiles, la toile que j'avais montrée là, était pas carrée parce que j'avais repris un châssis que j'avais pour des toiles rayées, donc il y avait 10 cm de plus. Puis après je me suis dit, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une logique formelle qui fait que la toile fonctionne mieux si elle a ce format-là. Parce que même le truc de Zenuck, c'est correct ça, mais en même temps les toiles sont même pas angle droit parce qu'on la regarde du coin, donc on voit jamais. Enfin, il faut être vraiment en face et tout ça, et c'est pas quelque chose qui arrive. Donc je me suis dit, au fond, chaque fois il y a des excuses à la con, comme la taille de l'ascenseur ou le je sais pas quoi, pour arriver à un résultat qui il y a une espèce de logique, mettons formelle, qui fait que c'est la toile elle-même qui décide que pour qu'elle fonctionne comme toile, il faut qu'elle ait ce format-là, quoi. Mais en même temps, par exemple, Reimann, qui lui fait des toiles carrées, on sait que c'est carré, donc ça marche aussi. Mais lui aussi, il joue avec ça, puisqu'il met des je sais pas quoi, la vis contre le mur, il joue avec ce qui est pas la toile. Donc il a aussi sa propre logique, comme ça, dans cette histoire. Donc je crois que c'est ça, mais dire quel est le meilleur, j'en sais rien. Il y a un dialogue, quoi. Il n'y a pas de meilleur, donc il y a des toiles différentes. Il n'y a pas de... Des toiles différentes, mais qui en même temps arrivent à la même chose. C'est ça, mais d'ailleurs, il y a un article dans Art in America là-dessus, qui m'avait frappé. D'ailleurs, il y a une exposition que Bob Nikas a plus ou moins organisée, qui s'appelait Red. Mais au départ, il y avait un truc qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait 3 toiles qui avaient le même format, qui étaient 3 toiles rouges, mais faites par des gens différents. Et effectivement, la mienne était un peu plus plate que les autres. Les autres, il y avait un geste un peu plus... c'était Phil Sims, Marsha Fif et moi. Et c'est là que je dis à Bob Nikas, je dis, mais c'est quand même intéressant de faire une exposition avec... Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui ai eu l'idée. Il y a je sais pas si vous connaissez, il y a un livre, il y a un chapitre d'un livre de Danto, où il parle de monochrome rouge, et une fois c'est la place rouge, une fois c'est une toile de la Renaissance qui a pas été terminée, donc c'est le fond, une fois c'est une toile minimale, une fois voilà, donc c'était à cause de ça un peu que je me suis dit, mais en fait ces toiles existent. Et l'exposition a eu lieu, mais alors Bob Nikas l'a poussé, c'est-à-dire qu'il a mis que des objets, il a mis d'autres genres, il y avait McCollum, il y avait d'autres genres comme ça, avec des trucs rouges, mais alors ce qui était bien, c'est que quand on voit une photo noir et blanc, ça a l'air d'une exposition de groupe normale, et puis si on la voit en couleur, on voit ce qui se passe, quoi. Et voilà. Je vous en prie. Olivier, Marc-Olivier, merci. Merci.
Merci, monsieur.